Vous êtes en direct sur Info TV, vous faites bien de regarder la télévision. Nous sommes mardi 2 septembre 2025 à Yaoundé, au Cameroun. Et comme vous le savez aussi bien que moi, tous les mardis, nous marquons un arrêt important pour évoquer la donne entrepreneuriale, non seulement au Cameroun, mais également dans bon nombre de pays africains. Chose promise, chose due, ce mardi, nous posons sur la table d'échange un volet important dans la recherche de l'emploi. Il s'agit de l'entretien d'embauche. C'est quoi un entretien d'embauche? Comment préparer un entretien d'embauche? Y a-t-il des astuces pour réussir un entretien d'embauche? C'est justement la problématique importante ce matin. Vous le savez, nous sommes en période de vacances. Ils sont nombreux, ces étudiants, ils sont nombreux, ces diplômés et qui nous regardent ce matin et qui sont à la recherche de l'emploi. J'en suis persuadé que la problématique de ce matin les concerne de manière très particulière. Ne l'oubliez jamais, tout à l'heure, nous allons également accueillir la très éblouissante Claudia pour faire ce pourquoi elle est payée. Elle est payée pour vous donner l'information, surtout cette information parue en kiosque au Cameroun. Vous aurez également votre dénonciation, comme d'habitude ce matin. Naturellement, tout cela se passe au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Ibrahim, bonjour. Bonjour Perfecto, le modérateur, le sac de quota de modération. Bonjour à tous les copanélistes de ce matin. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas particulièrement ce matin? Oh, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je dis merci au Seigneur de m'avoir donné le souffle de vie encore et la force pour travailler. Je dis souvent, parfait, qu'il y a deux choses que Dieu m'a données et je lui suis éternellement reconnaissant. La première chose, c'est qu'il m'a donné la capacité de travailler, la force pour travailler. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui veulent bien travailler, mais qui n'ont pas la force pour travailler. Et la deuxième chose, c'est qu'il m'a donné la volonté de travailler. Parce qu'il y a des gens qui ont la force de travailler, mais ils n'ont pas la volonté de travailler. Tout à fait. Et je lui dis grandement merci. Ils ne sont pas nombreux qui disent merci au Seigneur. Hein. Par moments, ils ont l'impression que s'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, ou alors s'ils accomplissent un certain nombre d'actes, ou alors, et s'ils ont véritablement eu un succès ou quoi que ce soit, c'est par rapport à leur force, hein, c'est grâce à leur force. J'ai dit c'est archi faux. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui vous a choisi, et de temps en temps, nous disons merci au Seigneur. Alain, bonjour. Bien le bonjour, Perfecto. C'est un plaisir d'être là à nouveau sur le plateau en ce matin pour cette émission consacrée à l'entrepreneuriat. Je salue comme ça tous les millions de téléspectateurs à travers le monde. Je salue nos ingénieurs de l'ombre déjà totalement dans la tâche. Je salue le top management. Avec ta permission, je vais peut-être faire un salut appuyé à un ami de longue date, un frère, du côté de la République centrafricaine. Son nom c'est Mbondongo Ndanga Christian. Voilà, un ami de Il est Baya? C'est ton frère. Bon, il n'est pas Baya, mais Ndanga, c'est voilà. Ben, toute sa famille est quand même du côté de Bertois. Voilà. Et de même, je veux saluer un homonyme, Alain Moisok. Je pense que... Il est à Bangui, le monsieur Ndanga. Oui, Mbondongo, il est à Bangui. Ah bon, parce que j'ai fait plusieurs tours à Bangui, hein, pratiquement une demi-douzaine de tours à Bangui. Quelque part à Bangui, il est écrit Bangui la coquette. C'est en plein cœur de Bangui, Bangui la coquette. Un jour, j'ai effectué un reportage à Bangui et on venait d'avoir des événements malheureux de ce côté, la guerre. Et je disais, pour que Bangui la coquette ne devienne pas Bangui la roquette. Belle rime. Bon, on vit plutôt des moments apaisés de ce côté-là. Si vous nous regardez du côté de PK5 à Bangui, sentez vous saluer, mais c'est un quartier dangereux à Bangui, hein, PK5. Là-bas, vous retrouvez les Séléka, de temps en temps les anti-Balaka. Même en journée, ce n'est pas évident d'aller à PK5.
Donc, bien des choses à toutes les populations de Bangui, toutes les populations de la RCA qui nous regardent ce matin. On va saluer le président de la République centrafricaine, hein, Faustin Archange Touadéra. C'est un monsieur extrêmement sympathique et même dynamique. Et pour la petite histoire, Faustin Archange Touadéra a été à l'université de Yaoundé, option mathématiques. Wow. Donc, monsieur Touadéra, son excellence, maîtrise Mini Ferme. Il maîtrise un Longcac, il maîtrise Obobogo. C'est un mini Camerounais. C'est un mini Camerounais. Yossef Zambo nous a retrouvés sur ce plateau. Yossef, bonjour. Bonjour Parfa ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Particulièrement très bien habillé ce matin. Merci. Qui vous a énervé? Ah, la daronne de la maison a dit que c'est comme ça. C'est sûr que la nuit était belle. Toujours, toujours. On se bat pour ça. Merci Joseph Zambo d'être là, expert en entrepreneuriat et chef d'entreprise. Et nous accueillons notre consultant Pierre Blériot-Niemek qui était parmi nous ce matin. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Pafaïs. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'étais dans le monde, même si j'étais loin du monde. Bon, j'étais pas là hier. J'étais du côté de Boutmakak, à une cérémonie très très importante que vous voyez là. C'est passé au journal d'Info TV aux 20h. Donc j'y étais en mission, je suis rentré. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'y étais comme fils de la localité en même temps. On a passé du bon temps avec les Mbombok Mandeng, Mbombok Bissohong. Voilà, c'est Mbombok Mandeng, celui qui a réuni tous les grands Mbombok Bassa autour de son domicile. Et des rituels ont été faits là-bas. Des rituels au cours desquels on a purifié le peuple Bassa. Les Mbombok ont demandé pardon au peuple et ils ont purifié ensuite le peuple. Ils ont demandé pardon au peuple, pourquoi? Ils l'ont dit dans le reportage, ils ont dit qu'ils demandaient pardon pour les impairs que certains d'entre eux ont commis. Ils ont prononcé des sanctions graves, allant de 10 ans à 15 ans de suspension pour une trentaine de Mbombok. Voilà, donc ça s'est passé hier à Boutmakak. C'était une très grosse cérémonie qui a duré 2 jours. Nous sommes arrivés là-bas et tout s'est bien passé. Merci, hein? Merci pour ces informations fraîches venant donc de Boutmakak que je salue avec grande révérence ce matin tous les patriarches qui nous regardent tous les jours et plus particulièrement les Mbombok. J'ai une grande affinité avec les Mbombok, hein? J'ai beaucoup de respect pour eux. On remet la parole à Pierre Blériot cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit « Il faut créer son propre monde si on veut échapper à la dictature du monde des autres. » On peut reprendre. Il faut créer son propre monde si on veut échapper à la dictature du monde des autres. Ça veut dire quoi? Créer son propre monde, c'est briser les chaînes invisibles. C'est avoir le courage de tracer ses propres frontières, de bâtir son univers si l'on veut échapper à la dictature des autres. Trop souvent, nous vivons selon les rêves, les peurs et les limites imposées par les autres. Mais la vraie liberté commence quand l'on ose dessiner sa propre carte, inventer ses propres règles, marcher sur son propre paysage, rester soi-même. Ce n'est pas évident. Toute personne qui appartient au monde des autres est l'esclave des autres. Vous voulez vous libérer, vous créez votre propre monde, vous tracez votre propre voie. Et tous les hommes ne sont pas faits pour être libres. Ça, il faut aussi le dire. Il y a des hommes, depuis la création, qui sont faits pour être esclaves. Il y en a aussi qui peuvent se libérer et refusent de se libérer. Il y a enfin la catégorie qui refuse de s'esclavagiser. Merci. Hein. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Claudia, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Unique qu'on retrouve nombreux ce mardi matin, c'est un plaisir. Comment tu vas? Je vais très bien, et je suis contente parce que M. Blériot-Nimek nous a retrouvés sur ce plateau. Ça va vous deux? Est-ce qu'il y avait d'abord un souci? Est-ce que ça va vous deux? Moi, je n'ai pas un problème. Ça va. Blériot, ça va? Quelle est l'origine de la question? Mais je pose la question, est-ce que ça va vous deux? Ben, les hommes qui ont vu leur nudité se connaissent bien. Ok. Ici, moi, Donc, c'est pas la télé. C'est un problème de couple alors. Ce n'est pas la télé. Moi, je vois les gens s'enticher dessus ou ça, c'est pas la télé. Moi, les gens qui appellent ici, c'est plus profond que ça. Nous sommes deux mâles, c'est ça le problème. Nous sommes deux mâles, chacun avait les couilles. C'est ça le problème. Il y a donc des moments comme cela. Et il n'y a pas d'hypocrisie en cela. J'avais dit dans une sagesse du jour ici, si vous avez un ami qui ne peut pas vous insulter, ce n'est pas votre ami. Si vous voyez dans une relation que les gens ne peuvent pas clasher, c'est qu'il y a quelqu'un qui subit l'autre. Vous comprenez? Il est un homme qui ne subit pas, je suis quelqu'un qui ne subit pas. C'est notre nature. Pourquoi les gens s'arrêtent à ça? Claudia, tu es satisfaite? Parce que tu es venue avec ton petit agenda. Tu as d'autres questions? Mais j'insiste que les questions ici, c'est moi qui les pose. Bon, c'est lui qui est moderne. Depuis là, tu poses des questions. Et moi, je n'aime pas ça. Tu ne sais pas que c'est lui qui est moderne. C'est moi qui pose les questions ici ce matin. C'est moi qui pose les questions. Donc vous m'écoutez. Donc tu as arraché la modération. J'ai arraché la modération. Donc on peut arracher des choses. Oui, j'arrache. Claudia, tu es sorcière. Vous êtes en direct sur Info TV. La petite Claudia nous a retrouvés. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, les journaux sont en kiosque ce mardi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, on parle de l'année scolaire 2025-2026. Les instructions du professeur Analo Valyonga pour une conduite harmonieuse, accompagnée du secrétaire d'État auprès du MINSEC, chargé de l'enseignement normal, Boniface Bayonla. Le ministre des enseignements secondaires a ce 1er septembre à Douala, Koumassi, présidé une réunion stratégique avec les responsables régionaux de son département ministériel et les promoteurs des établissements scolaires. Objectif, donner des directives pour une année scolaire réussie. L'information est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Même son de cloche avec le quotidien Mutation qui s'intéresse également à la rentrée scolaire et académique. Quelques ombres au tableau, écrit Georges-Alain Bouillomo. Le non-paiement de la dette due aux enseignants, la non-organisation du forum de l'éducation, le mépris attribués au gouvernement à l'égard de la fonction enseignante sont entre autres à la base des préavis de grève successives lancés aussi bien dans le secondaire que le supérieur. L'information est à lire en page 9 de ce journal paru en kiosque ce deuxième jour de la semaine. On change d'actualité avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune pour parler cette fois-ci des élections des conseillers régionaux. Marie-Claire Nana nous parle de ce rendez-vous du 30 novembre 2025. Un décret du président de la République signé hier convoque les collèges électoraux constitués des conseillers municipaux et des chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré pour ce scrutin. Région du Sud-Ouest, les recettes douanières multipliées par 20 en 5 ans. Le quotidien Le Jour est au parfum de cette actualité, notamment que vous allez retrouver en page 6. Au bas d'une de ce journal, en page 3, on repart de l'affaire Martinez au Zogo. Ce que j'ai vu à Ebogo, Jean Léonard est celui qui a découvert la dépouille du journaliste le 21 janvier 2023. Ce jeune cultivateur a été auditionné ce 1er septembre au tribunal militaire comme premier témoin du ministère. Lire donc cette information parue en kiosque ce matin. L'œil du Sahel, le quotidien d'information régionale du Nord Cameroun, nous propose une ribambelle d'actualité ce mardi. On parle d'abord en grande vitrine du lait. Les vaches importées font passer la production de 20 à 35 litres par jour. Lire donc cette information clairement détaillée en page 9. Et puis en page 3, nous allons du côté de Marouan. On raconte le récit du commissaire de police
assassinés. Et puis la présidentielle 2025, que propos des candidats en santé? L'information est à lire de la page 6 à 8 ce matin. Avec le billet hebdomadaire Le Point, on parle de l'instant primaire, manipulation, victimisation ou bamiphobie, caresse photo, Achille Bembe, folie encadrée, point de suspension. Vous retrouverez l'intégralité de cette information détaillée de la page 10 à 11. La nouvelle expression est en kiosque ce mardi. On parle ici de repli identitaire, le vivre ensemble à rude épreuve. Un enseignant d'université soutient que le fédéralisme se présente non seulement comme une solution pragmatique, mais aussi comme une réponse éthique et cette violente crise identitaire et sociale. L'information est à lire en page 5. Avant de clôturer avec l'économie quotidienne, essayons un peu de regarder la petite tribune de la nouvelle expression. Ici, on parle du diocèse de Bafoussam, le port de soutane obligatoire partout à travers cette mesure. Monseigneur Paul Lonsikene, évêque de Bafoussam, veut combattre les écarts de conduite et les tentations contraires à leur qualité de membre de la communauté ecclésiastique. Lire la page 4 pour en savoir davantage. On parle également de sport en page 9, Coupe du Monde 2024, Maxime Choupo-Moting de retour en sélection. Je clôture avec l'économie quotidienne. Cette revue de presse, ici on parle de marché financier, de nouveaux dépositaires entrent en jeu. La page 3 nous renseigne et qu'ils viennent d'être agréés par la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale pour veiller à la conformité des opérations des organismes de placement collectif, en abrégé OPC par Faïssi. Merci, Claudia, pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Effectivement, les Lions Indomptables jouent jeudi. Oui, tout à Ce fait. sera à Yaoundé. On retrouve quand même des nouveaux anciens, ou bien des anciens nouveaux. Par exemple, Michael Ngande. Il sera... Tu ne vois pas Ngande? Si, Mais pourquoi tu fais cette mine? Enfin, les Lions Indomptables, bon, le football et tout, c'est pas trop mon truc quand même. Et ton truc, c'est quoi? Le baseball? J'aime bien le basket, j'avoue. J'aime bien le basket. C'est vrai que j'ai pas la taille, mais j'aime le basket. Mais tu n'aimes pas le baseball? Seigneur. Mais moi, chacun prononce. Moi, je ne suis pas un expert en phonétique. Non. Après, vous pouvez faire un effort. On dit le baseball, par le baseball. Mais c'est le baseball. Non. Mais qu'est-ce que vous faites? Lério, attends, essaye de prononcer. Non, moi je ne suis pas anglophone. Bon, revenons au foot. Michael Ngande est de retour. Il faut également dire que Maxime Choupo-Moting est également de retour. Les jeunes dames l'aiment beaucoup, Maxime Choupo-Moting. On le trouve beau. Ouais, parce qu'il est métis. Donc quand on est métis, on est beau? C'est la raison pour laquelle les filles s'enflamment un peu. Bon, de toutes les façons, ils joueront jeudi. Ils joueront également le 9. Et là, ce sera à l'extérieur. Pour l'instant, nous souhaitons bonne chance aux Lions Indomptables et bien de choses à Marc Brice, sans oublier tout le staff de la FECA Foot. Vous devez travailler main dans la main pour que nous ayons des victoires. À tout de suite pour la suite. Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, je dénonce ce matin une situation rocambolesque. Il s'agit d'un monsieur qui est tombé dans une famille que je peux appeler famille fatale. Son épouse et lui sont mariés depuis à peu près 30 ans. Il a presque élevé son dernier beau-frère, qui est âgé de 33 ans,
Donc il a trouvé à l'âge de 2 ou 3 ans. Il est comme son fils. C'est son fils et c'est chez lui que ce beau-frère a habité. Il faut donner une particularité. Toute la belle famille n'a qu'un seul garçon, ce type-là. Ah, le dernier là. Le dernier né qui est l'unique garçon de toute la famille. Pour nous qui sommes en Afrique, vous commencez à comprendre ce que ça peut signifier dans la psychologie des parents, notamment de la maman. Parce que le beau-père est décédé il y a longtemps. C'est donc un gars qui a été toujours choyé. Il ne faut pas l'énerver. Il ne faut pas le contrarier. Et il a évolué comme ça. Il a commencé à faire des gaffes, notamment à voler, à être dans des bandes de gangs et tout le reste. Et chaque fois, sa maman et ses autres sœurs ont tout fait pour le sortir de là. Et on a commencé à mêler le beau-frère aussi à ça. C'est-à-dire qu'on arrête ce gars un jour du côté des Kounou et le chef appelle son beau-frère pour dire que mais, on est en train de taper à mort ici ton frère. Hein. Et il était obligé d'y aller de nuit. Il me dit non, il a laissé son véhicule de côté. Et puis il a pris un véhicule de fortune pour aller à ce lieu-là. Il ne fallait pas qu'il se fasse voir parce que quand on tape un bandit, si on sait que tu es de sa famille, on peut dire que non, continuons sur tel. Ils l'ont récupéré ainsi, hôpital, ainsi de suite. Ils l'ont même fait fuir de l'hôpital quand ils ont appris que les anti-gangs le cherchaient. Le beau-frère a toujours assisté à ça. Le beau-frère vit entre le Cameroun et l'Europe. Il est donc rentré il y a quelque temps. Et puis, 6 ans après, la dernière escapade, il est chez lui, on cogne, qui est à la porte, son fameux beau-frère voleur, et il lui dit « Surprise !» Non, le beau lui dit non, il n'y a pas de surprise. Surprise de quoi? Non, non. Il y a 6 ans, je t'ai enlevé des dernières griffes là. Non, non, ça ne peut pas aller. Surprise de quoi? Tu ne peux pas arriver ici et tu dis surprise, ça ne marche pas comme ça. Tu vas retourner là où tu étais avec ta surprise. La famille n'a pas apprécié. Il est revenu au Cameroun et pendant son séjour au Cameroun, il a été victime d'un cambriolage violent. Le beau-frère? Le beau-frère en question, attaché avec ses 2 enfants, ainsi brutalisés. Et les enquêtes qui progressent montrent que son petit beau-frère serait pour quelque chose. Son beau-frère y est pour quelque chose. Mais le plus grave, c'est que dans les enquêtes, les numéros de certains membres de la famille apparaissent avec le gang qu'il a agressé. Pire, celui aussi de son épouse. Oh là là. Donc, il m'a posé ce problème. Comme je n'étais pas là hier, je lui ai dit non, on en parlera. Il est dans tous ses états. Il a demandé à l'enquêteur, vérifiez encore. L'enquêteur dit que mais, voici. J'ai des éléments. Voilà. Et donc, vous pouvez imaginer tout ce qui se passe dans sa tête. Il voudrait avoir des conseils. Oh là là. C'est une dénonciation compliquée, hein? Surtout le dernier détail que vous avez donné là. Et là, je passe d'abord la parole. Bon, avant de passer la parole à l'un de 2 ou 3 préoccupations, ils ont combien d'enfants? 4. 4. Le monsieur a à peu près quel âge? 55. Il a exactement 55 ans. Il a exactement 55 ans. Il veut parler comme au quartier. Il a un peu? Oui, il a Brice, sa vie à Brice depuis. Donc, il a un peu. Il respire. Il respire. D'ailleurs, le domicile qu'ils ont cambriolé, ils sont rentrés avec pas moins de 6 millions. Hein. Oui, 10 000 euros. Non, quand je dis 10 millions, parce qu'ils ont eu 10 000 euros, ils ont eu 3 millions en espèces. En francs CFA. Oui, en francs CFA. Il a Brice. Alain Douk, votre réaction? C'est une histoire digne d'un scénario. De film? De film hollywoodien. Formidable. Là, je constate déjà que le monsieur, il s'est raté à la base sur son mariage. Parce que finalement, si la femme doit être mêlée à tout ça, c'est un problème. C'est un problème. Je pourrais même déjà commencer à lui dire, monsieur, essayez de faire des tests d'ADN pour vous rassurer que ces enfants fait avec ces dames. Tu n'en fais pas un peu trop? Attends. Collusion. Tu sais que le droit pénal... Est-ce qu'on n'a pas d'une affaire de... Non, j'ai commencé dans mon propos, en introduisant, j'ai dit, je pense qu'il s'est raté sur son mariage. Hein? Je pense qu'il s'est raté sur son mariage. Si déjà elle peut être complice
de ce genre de délit sur son mari, de voie de fait sur son mari, qu'est-ce qui dit qu'elle a toujours joué franc jeu depuis le début? C'est ça ma préoccupation. Donc ça c'est juste en passant, c'est juste une virgule. Maintenant, je constate que ce cambriolage en collusion, c'est la démonstration qu'en réalité on est dans une famille de bandits dans l'ensemble. Il y a des familles comme ça. Hein. Il y a même des... il y a des familles de bandits. Oui. Le papa est bandit, maman est bandit. On ne va pas stigmatiser les enfants sont bandits. Certaines ethnies, mais parfois, quand on est dans les quartiers, on évoque souvent certaines ethnies là pour dire ah là-bas ça vaut. Non, je ne peux pas, justement, on a en télé. J'utilise simplement le parallèle pour dire que justement, vous ne faites pas attention, vous allez aller tomber comme ça, en raison de la matrimonialité dans une famille. Vous n'avez pas bien fait des examens initiaux là, des examens, on a des enquêtes de moralité, des membres de la famille, vous entrez dans une famille, c'est des voleurs, c'est des criminels, et on se transmet la criminalité de génération en génération, c'est des sorciers, etc. Et puis vous vous faites du mal par la chute dans votre vie, et vous n'en revenez même pas. Bénissons le Seigneur que le monsieur s'en sorte. Et qu'il soit vivant. Ouais, très bien. Lorsque vous avez dit cela, le monsieur qui pose le problème ce matin a besoin d'une solution. Oui, oui. Il est dans un parce que c'est ça l'enjeu. Il sait quoi faire. Oui. Qu'est-ce que vous dites à ce monsieur? Moi, je lui dirais, c'est difficile à dire. Hein. C'est vrai qu'il y a déjà des enfants et tout, mais vraiment... 4. Oui, oui. Vraiment qu'il réfléchisse dans la dynamique de se séparer de cette femme. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Non seulement elle ne l'a pas honoré, elle a même déshonoré ses enfants. Parce que vraiment, une mère qui fait ça à votre père, je pense que moi, enfant, en âge de conscience, je verrais ça d'un très mauvais œil. Je ne pense même pas que je pardonnerais facilement cela à ma mère. Donc, très bien. Mais c'est à lui de voir. Mais je pense qu'il devrait se séparer de cette femme. C'est un criminel. Ibrahim, la dénonciation a finalement viré. Hein. On était d'abord trop focalisé sur le petit bonhomme qui a été chouchouté et tout ça. Mais le dernier détail que Blaireau a donné là, moi j'avoue que ça m'embrouille beaucoup. Que sa femme serait, nous sommes encore conditionnels, serait encore complice. J'ai une question d'abord avant de donner mon regard. Oui. Est-ce que pendant la soirée où on a agressé ce monsieur avec ses 2 enfants, sa femme était là? Non, non, elle était en Europe. Il faut même dire, les 2 enfants dont nous parlons là, c'est des enfants adoptifs. Hein. Tous leurs enfants vivent en Europe. Sa femme n'était pas là. Et pour vous dire, parce qu'ils auraient pu mourir, ils ont été totalement attachés avec du scotch. Et c'est l'une des filles qui a marché jusqu'au niveau de la poubelle de la maison, s'est rappelé qu'il y avait une lame. C'est avec cette lame qu'elle a prise de sa bouche qu'elle a réussi. Donc ils auraient pu mourir asphyxiés. Ils auraient pu mourir asphyxiés. Oui, oui. Oui, donc ce n'était pas... C'est pas comme s'ils sont revenus les détacher. Et il me dit que, bon, c'est peut-être un détail gênant, qu'il avait déjà envie de faire ses besoins. Si on ne l'avait pas détaché à ce moment-là, il aurait fait ses besoins sur lui. Alors, mon regard, perfecto. On est dans une situation où le beau-frère insolent et bandit est comme le fils de la maison. Ouais. Parce qu'on l'a récupéré quand ce monsieur épousait sa sœur, et 2-3 ans. C'est comme une relation de père à fils. Tout à fait. Blaireau explique très bien que ce petit garçon a pris le mauvais chemin, la mauvaise direction. Et il a pris depuis, au lieu de le redresser, on le cajolait, on le protégeait. Que ce soit la mère de l'enfant, que ce soit la sœur de l'enfant, et même le monsieur lui-même, qui à un moment pouvait faire tuer ça quand il était encore beaucoup plus petit. Il ne l'a pas fait. Donc il a une part de responsabilité dans cette affaire. Maintenant, si ce monsieur est bandit depuis longtemps, ça veut dire qu'en réalité, il y a plusieurs coups où sa sœur aînée est venue le faire sortir. Il est même sorti de Kodengui. Voilà. Si sa sœur aînée l'a fait sortir plusieurs fois, un multirécidiviste, et qu'il a grandi à la maison, il peut être logique que sa sœur aînée ait les numéros de ses compagnons avec lesquels ils font des dégâts. Il peut être logique. Perfecto, avec ta permission, je vais quand même un tout petit peu défendre le monsieur. Vous savez, c'est très compliqué en l'économie des ménages où c'est le petit frère de ta femme, c'est l'enfant je donne mon regard. Non, tu vas le parfois, défendre. quand tu veux être trop dur, ça peut être interprété autrement. Ça peut être interprété autrement et ça crée des frictions. Donc parfois tu y vas, mais vraiment tu mets des gants, etc. La diplomatie. Oui, donc il ne faut pas forcément croire que le monsieur n'a pas fait ce qu'il... Il a peut-être vu le mal, il leur disait cet enfant peut créer des problèmes, mais personne de l'autre côté ne voulait... Alain Douko montre qu'on descend, c'est lui le chef de famille.
qu'on monte ou qu'on descende, c'est lui le chef de famille. C'était lui l'homme dans cette maison-là. Tout à fait. C'est lui qui a vu comment l'enfant a commencé à s'égarer, c'était devant ses yeux. Donc il ne va pas passer pour innocent à tout Mathusalem. Donc ça c'est la première chose que je regarde. Maintenant si je me dis que sa soeur aînée avait l'habitude de le faire sortir des grilles donc, de la elle police. pourrait potentiellement avoir les contacts de ses compagnons avec lesquels il fait les désordres. Et si, la raison pour laquelle j'ai demandé si la dame était à la maison, ça aurait pu être parce que les bandits ou le fan club qui arrive voulaient se rassurer que leur grande sœur, entre guillemets, ne se retrouve pas là avant de faire leur forfait. Ouais, il savait qu'elle n'est pas là. Voilà. Donc, il savait qu'elle n'était pas là. Et donc, du coup, pour moi, véritablement, c'est 30 années de mariage. C'est 30 années de mariage dont on est en train de parler. Et ce n'est pas une situation qui a évolué hors du regard de ce monsieur. Je le suggère, je préconise premièrement, qu'il parle à sa femme, qu'il pose la question à sa femme. De toutes les façons, il y a les preuves. Hein. Elle ne va pas les nier. Et on peut même arriver jusqu'à avoir les enregistrements de ses appels téléphoniques. Bien sûr. Pour savoir de quoi est-ce qu'il en rêvait exactement. Oui, donc il parle en enquête approfondie. Quel était le message? Qu'est-ce qu'ils ont discuté? Qu'il parle à sa femme, que sa femme puisse lui donner les argumentaires qu'elle peut lui donner. S'il voit qu'à ce niveau-là, il ne peut pas avancer, qu'il prenne sa route. Tout simplement. Si elle ment, il saura qu'il a menti parce que les enregistrements là vont sortir de toute façon. Merci, merci Ibrahim. Pour l'instant, donc, le monsieur ne sait quoi faire. Il est perdu. Il pensait d'abord que ce n'était que ce fameux petit beau-frère hein, qu'il a pourtant élevé. Parce que ce détail également, Youssef Zambo, est important. Il a pris ce bonhomme à peine 2 ans, 3 ans. C'est pratiquement son fils. Et à la fin, on se rend compte que sa grande sœur, qui est également son épouse, c'est comme si elle est complice au regard de ce que l'enquête est en train de démontrer. Non, en réalité, je crois que le monsieur a formé son propre démon. Parce que même si c'est ton propre enfant, si tu commences à avoir certains comportements et que tu n'arrives pas à régresser ce comportement, mais tu élèves quand même la personne à la maison, ça signifie que... Tu élèves ton petit démon. Tu élèves ton petit démon et à un moment où le démon sera grand. Et quand le démon devient grand, il cherche à te manger, toi qui l'as élevé. Hein. Pour vérifier s'il est suffisamment grand. Parfait. Oui. J'ai un problème avec ça. Vous savez, les hommes sont souvent absents. Hein. Les hommes sont souvent absents. Peut-être que non, Blériot... on a donné un détail là, oui. Au-delà de l'absence. Blériot a dit que dans une des affaires, on avait appelé le monsieur. Oui. On disait dans une des affaires. Et il est parti. On l'a même pris, on l'a amené à l'hôpital, on a même fait en sorte qu'on enlève de l'hôpital. C'est 900 000 pour faire sortir, échapper il a même aidé. Non, il a aidé. Il a sa part de responsabilité. Allez-y, Youssef Zambo. Bon, de toutes les façons, moi, je pense que le fait est déjà fait. Tout ce que ce monsieur doit essayer de faire, c'est de voir le vrai visage de sa femme, de le découvrir. Ce genre de cas, c'est souvent difficile de la restitution. Parce qu'en réalité, toutes les parties prenantes se sont déjà divisées les fonds. Le vol a déjà été consommé. Donc moi, je pense que le monsieur aujourd'hui essaye d'approfondir les enquêtes pour réellement connaître avec qui il a fait 30 ans. Et ça va permettre pour lui de se positionner. Parce qu'en même temps, la femme est entre son mari et son petit frère protégé. Blériot, ce n'est pas facile, hein, parce que Ibrahim disait tout à l'heure que c'est comme nous parlons là d'une affaire de 30 ans, pas de 30 mois, pas de 30 jours. Nous parlons d'une affaire, il y a des enfants. Maintenant, au regard de certaines dénonciations que nous donnons ici au quotidien Blériot, c'est la énième fois que je pose cette question. Est-ce qu'on devrait vraiment encore faire confiance à quelqu'un? Ta femme, plus de 30 ans, avec des enfants, est complice pour qu'on vienne pratiquement te tuer? Parfait, ici, 30 ans n'arrivent pas la première année. Le monsieur est totalement responsable de ce qui lui est arrivé. Vous voyez l'argument que vous utilisez aujourd'hui, 30 ans. Mais on vous dit d'arrêter les choses quand elles commencent à aller mal. Quand ça allait mal, à 8 ans, c'était à 8 ans. Après, ça a atteint 10 ans. C'était toujours cet argument, quand même 10 ans. Si on avait arrêté à 10 ans, ça aurait fait 20 ans de moins. Ouais. Si on avait arrêté là-bas, des fois je donne des positions, les gens croient que je suis un type qui vient s'amuser. Salomé Inès Niemek, son petit frère est allé me créer les problèmes dans mes champs. J'ai perdu de l'argent. Je l'ai chassé de chez moi. C'est son unique petit frère. Ma belle-mère a fait un commentaire. Je lui ai dit que tu n'es pas obligé de venir ici souvent. Elle est en train de suivre l'émission.
Tu n'es pas obligé. Si tu viens ici parce que ton fils doit être ici, tu es libre de ne plus venir. Ça s'est résolu, ce petit a fini par changer. J'ai dit qu'il ne voulait plus entendre son nom chez moi. Il a fini par changer. Aujourd'hui, c'est un bon garçon. Je peux pas. J'ai mis mon beau-frère en prison, en cellule à Boumiebel, celui qui a pris la dot de ma prime. J'ai dit que tu vas aller en cellule. Quand il était en cellule, il a appelé sa soeur. J'ai dit à sa soeur, ce que tu peux faire, c'est m'envoyer mon argent. Donc, c'est comme ça qu'il... Si je suis dans une belle famille où il y a un voleur, ce voleur ne peut pas venir chez moi. C'est clair. Et si ma femme le couvre, elle sort. Je dis, il ne peut pas venir dormir chez moi. Ce n'est même... Ici, tu commences à aller accompagner Lynn et sortir les gens qui ont volé, qui ont tué. Tu es responsable de leurs crimes. Ceux qui... Bon, donc, c'est les... Bon, ceux qu'on a tués là, eux n'avaient pas de famille. Ceux à qui on a d'abord volé, quand ils l'ont sauvé. Ils en avaient. Alors, bon, pourquoi son cas... Il m'a donné 50 000 de bons de carburant, hein, le monsieur là. Mais je le chauffe là. Oui, il a élevé ce serpenteau qui est devenu serpent. Ça ne marche pas comme ça. Il n'a pas été homme. Je ne sais pas s'il saura être homme maintenant. Lui, il me perd le temps. Parce que, attends, je découvre que tu es dans l'affaire. Je suis sûr que quelqu'un va se blesser. De nous deux, quelqu'un va se blesser très mal. Bon, pour que quelqu'un ne se blesse pas mal, je vais te confronter avec ces preuves. Et toi, tu sais ce qu'il y a à faire. Mais moi, on n'aurait pas attendu 30 ans avec ce garçon-là. Alors, votre mariage ne doit pas être conditionné par les chouchoutages d'un enfant gâté. Très bien. Lorsque tu as fini de condamner donc le monsieur, il a la recherche d'une solution. Non, 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 il n'a pas de solution. Parce que la solution, il l'aurait trouvée depuis. Il continue à vivre avec son épouse. Vivre avec qui? S'il est aussi criminel, il organise aussi un truc sur son épouse. Ah bon? Mais attends, comment tu fais pour... Parfait à ici, toutes les âmes se valent. Si vous allez... Si mon enfant participe à un crime, ce que je ne peux pas souhaiter, toute personne qui va tenter de le sortir de là va être chassée de chez moi. Que ce soit clair. Et si vous parlez de son nom chez moi, tu évoques son cas, je te mets dehors. Mon fils, si vous parlez de... Donc ce monsieur, il rentre là où il est, il dit à la femme que bon, ok, les enquêtes ont évolué. Il semble que tu es dans l'affaire. Comme dans d'autres affaires, nous étions, je t'accompagnais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui prend quoi pour aller où? Est-ce que c'est toi qui quittes le domicile? Moi, je reste. Ou c'est comme en Europe là-bas? Il paraît que c'est toujours l'homme qui quitte le domicile. Ou c'est moi qui quitte le domicile. Il n'y a pas une affaire de 30 ans. Alors, ce monsieur a 55 ans. Il ne serait pas bon qu'il vive encore même 30 ans? Vous savez, quand vous avez découvert quelqu'un, il y a deux choses. Soit la personne peut fondamentalement s'amender et changer de chemin, soit elle va se dire que, bon, comme il m'a découvert, il faut en finir. Je m'en vais jusqu'au fond. Il faut en finir. Mais qu'est-ce que... Non, non, je ne peux même pas passer une autre nuit avec toi. Ce n'est même plus possible. Mais moi, je ne serais pas arrivé à 30 ans, je le dis. Et tout... Mes propres enfants, je ne serais même... Comment même 5 ans? Merci. Hein. Nous allons demander à nos amis qui envoient des messages. Non, j'ai une question à poser à Blio. Oui, attends d'abord. Nous allons dire à nos amis d'envoyer des messages à la simple messagerie. Nous avons un petit problème là avec notre WhatsApp ce matin. Envoyer à la simple messagerie. Donc, simple message. Laissez un tout petit peu WhatsApp. Alors, Alain Douk. La fois où le jeune homme subissait la vindicte populaire, à ton avis, qu'aurait dû faire le beau-frère? Laisser qu'on le tue? Tu veux vraiment ma réponse? Oui. Si j'ai un beau-frère criminel, il ne va pas survivre. Ça, c'est clair qu'il ne va pas survivre. Tu as répondu à ma question. Je sais, oui. Tu aurais laissé qu'on le tue, quoi? Alain, donc ça veut dire que tu refuses de comprendre. Si j'ai un enfant criminel, écoute bien, je vais m'arranger, moi, mec, pour que l'enfant là ne vive pas. Est-ce que tu as suivi ça? Ok, d'accord. C'est ce que je voulais savoir. Ah, d'accord. Je dis que je vais m'arranger pour qu'il ne vive pas. Il faut bien que tu comprennes. Et ce n'est pas de l'amusement. Merci. Hein. Lisons
quelques messages. Hein. Bonjour le plateau, s'il vous plaît, lisez mon message cette fois. Pardon. Bonjour parfait, vous êtes notre guide au quotidien en information et analyse dans ce pays maintenant. C'est clair que ce monsieur est entré dans une mauvaise famille et là c'est déjà une question de survie. Et qu'il rentre en Europe, qu'il oublie cette femme sans pour autant oublier de porter plainte auprès de toutes les instances juridiques nécessaires car il doit se protéger désormais. Il faut vraiment qu'il prenne toutes les dispositions légales et morales pour s'en séparer. C'est M. Njo de Kribi qui envoie le message. Disons également bonjour à toutes les populations de Kribi. Kribi, la cité balnéaire. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Je viens pour une dénonciation. Pendant votre émission, vous faites souvent la publicité. Alors, mon frère, toi, tu viens t'attaquer à nos annonceurs. Et toi, tu veux que moi je lise ça? Lui donne quoi? Peut-être qu'il veut remplacer tout ce que les annonceurs donnent. Toi, tu viens t'attaquer à mes annonceurs. Quel est le journaliste qui peut lire ce genre de message? Je pense que si je fais ça, même mon PDG va m'appeler. Il va me dire, ah, ici, je pense que tu as perdu la tête. Que tu diras. Alors, un autre message, bonjour parfait, ainsi qu'à tout ton plateau. Je ne comprends pas pourquoi les gens bavardent. Ce n'est même pas la première fois que vous vous clashez sur le plateau. Cela montre justement qu'il n'y a pas d'orientation forcée du débat, ni d'imposition d'idées ou d'opinions. Bravo. Ce qui m'a le plus plu, c'est quand Blériot dit « nous de l'opposition » et que tu lui réponds « donc tu es de l'opposition ». Puis lui te demande « donc tu es du RDPC ». Excellent échange. Maintenant, il dit, concernant la dénonciation, il faut fuir ce type de famille dès les premiers signes. Il y a toujours des signaux annonciateurs. Mais comme l'amour rend aveugle, on refuse souvent de voir la vérité en face, ou alors cette famille l'a carrément envoûté et qu'il parte de là très rapidement, sans état d'âme, sans détour. Sinon, il pourrait perdre sa vie. C'est Oscar Eyone qui envoie ce message. Un autre message très rapidement ce matin, que dit ce téléspectateur. Voleur une fois, voleur à vie, le mauvais ne change pas. Il devait agir au lieu de venir déranger les gens. C'est Emma à Yaoundé qui envoie ce message. Et comme Blériot disait tout à l'heure, hein, quand tu commences à avoir les premiers signes, il faut sévir. Et il y a le vieil adage qui dit, qui vole un œuf, volera un bœuf. Volera un bœuf. Allons au +1 514 ans. Je pense que ça doit être les États-Unis ou bien le Canada. Comme je n'ai pas ma tablette dernière génération, je n'ai pas les indicateurs, les pays, mais ça va aller. Bonjour Perfecto, le modérateur hors pair, parmi les prodiges. Un bonjour particulier à l'élite d'Union et Kelly, qui est allé recevoir les excuses. Par rapport à la dénonciation, c'est triste, mais avant les sentiments amoureux et les mames satan, il faut s'assurer qu'entre les deux familles, il n'y a pas un fossé énorme. Côté spiritualité, éducation, finance, nos vieux ont vu ça assis avant de s'endormir. D'accord. Et il finit en disant, je sais pas, comment dit ça, c'est B8C. Je sais pas. Un autre message. Hein. Ah, je suis content de nos téléspectateurs. Hein. Je leur ai demandé de virer à la simple messagerie. Ils m'ont dit à retrouver là-bas. Alors, un autre message, bonjour parfait ici, et tout le panel. Concernant la dénonciation du jour, un fait est simple. Quand on côtoie le diable au point d'y même contribuer à certaines actions, on s'attend à quoi? Ce monsieur est responsable de son malheur. À la limite, je n'ai aucune compassion pour lui. Il a épousé une famille de gangsters et élevé son petit gangster jusqu'à couvrir ses forfaits pendant 30 ans. Lui-même, c'est un gangster par alliance. Pablo de Pugnon. Oui, il est gangster par alliance. Oui. C'est très bien dit. Hein? C'est un gangster par alliance. Un autre message ce matin. C'est vrai que le message est long. Hein? Bonjour parfait ici, le chouchoutage de la modération, ainsi qu'à tous les panélistes du mardi Batois. Ah bon, c'est comme ça que toi tu baptises le mardi maintenant, mardi Batois.
c'est pas très loin de l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, on se bat. Particulièrement à Blériot, mon meilleur cops, même s'il ne le sait pas encore. Pour la dénonciation du jour, on dit souvent qu'au lieu de sortir avec certaines filles, bêta, tu achètes ton petit anaconda, tu l'élèves, il grandit et il t'avale. Incroyable. Merci beaucoup. À notre message ce matin, nous allons plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Hein. Bonjour à tout le panel. Monsieur Niemek, soyez la bienvenue parmi nous ce matin. Et très content de vous revoir sur le plateau ce matin. Je suis sûr d'une chose, et qu'il y a eu des signaux que ce monsieur a laissé ou a fait sembler d'ignorer à l'égard de sa femme et son beau bandit. Lui-même a pris un caillou et a mis dans sa chaussure. Mon conseil pour ce monsieur serait d'approfondir les enquêtes et s'il s'avère que sa femme connaît quelque chose, qu'il s'en sépare pour vivre encore quelques années. Car à la prochaine occasion, on ne va pas seulement la cacher. C'est Dr Limem depuis Berlin qui envoie donc ce message. Un autre message, bonjour, espace miné. Pardon, applaudissons pour Papa Blériot. C'est l'exemple du mindset de l'homme même. Voilà comment un homme doit gérer les situations dans sa belle famille. C'est cette rigueur-là qu'il faut. Papa Blériot, ayop, c'est pas pour du plus dragage à Yaoundé. Merci. Hein. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur. Bonjour, Espace Miné. Blériot, tu es un creuset de sagesse. Ta présence à Espace Miné illumine nous les téléspectateurs. Le droc depuis Bafia. Le droc, ça veut dire quoi? Alors, il y a un Ken de Matom qui envoie un message. Et qu'est-ce qu'il dit? Perfecto et Blair et Niemek, le baébec de la dénonciation. Je demande qu'il vende la maison de Yaoundé et change de quartier en se séparant brutalement du gang qui l'entoure. Ses plus grands biens sont de l'autre côté. Voilà. Un autre message. Hein? Bonjour à tous les panélistes. La solution de cette dénonciation est ce que Blériot dit. Parfait, Blériot, la population attend vos consignes pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'est Hilaire Deniga. Nous sommes déjà si importants pour donner les consignes de vote. Non, il faut déjà dire que le journalisme l'interdit. Hein. Ça, il faut le dire. On peut avoir nos positions, mais des consignes, c'est pas possible. Bonjour le sac de modérateurs, vous êtes le seul vrai modérateur au Cameroun. Pour la dénonciation, M. Niemek a raison. Mon voisin, homme en tenue, a enfermé un type à qui son fils a vendu la bouteille à gaz et qu'il a volé chez lui au lieu de réprimander son fils qui a volé. C'est King Sally depuis Nkolbiswan. On va lire 2 ou 3 dernières contributions. Hein, que dit ce téléspectateur. Bonjour, parfait ici. Et à tout le panel, juste pour dire à Blériot que je me vois dans sa rigueur et son impartialité. Cependant, une telle rigueur demande aussi un blindage et une foi ferme de sa part. Ainsi, il saura tenir le coup dans tous les coups. C'est Jimel Dongousso qui envoie ce message. Bon, mais parfait, si tu me prêtes une non. Mm. Le vrai blindage, c'est la vérité et la justice. Les gens ne veulent pas comprendre cela. Le vrai blindage, c'est la vérité et la justice. Il faut être pas les scarifications. Non, les petits trucs là. Le petit frère à mon grand-père était le plus redouté de Boumyébel. Un jour, il avait touché à ses ossements humains. Il m'a dit que si j'étais un homme, que je vienne sous la pluie. Ma grand-mère dit que non, c'est fini. Je dis, il m'a touché. Là où il n'avait pas touché, je disais, touche ici, touche ici. Il est dans la tombe depuis. Le vrai blindage, c'est d'être dans la vérité. Très bien. Bonjour parfait et un bonjour spécial à... Qu'est-ce qu'il dit là? À l'impodéra, l'inoxydable. Je n'avais jamais rencontré ce mot. Hein? D'accord. C'est Tokam Wafo depuis Douala PK13. Bonjour parfait et tout le panel. Ce garçon est un totem de la famille de sa femme. Que ce monsieur se déconnecte vite de cette femme puisqu'elle ne va jamais abandonner son petit frère. Merci. C'est Thierry Meuque depuis Tibati qui envoie cette
Contribution, bonjour parfait ici à tout le plateau, je suis d'accord avec la rigueur de Blériot. Il n'y a pas de pitié pour un voleur ou un gangster dans la famille. C'est monsieur Ndanga depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Salut le panel, que ce monsieur réunisse ses enfants légitimes et leur en parle et qu'il quitte sa femme. Il y a de sa vie. S'il était mort, ses enfants auront eu un avenir incertain et qui remet à demain trouvera malheur en chemin. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbe. Bonjour le panel, c'est Laure de Mimboman. Ce matin, tu es mignon parfait dans ton habit. Pour la dénonciation de ce matin, moi je propose que ce monsieur se sépare de sa femme et l'oublie. D'accord, c'est Laure de Mimboman. Laure me trouve mignon. J'espère que tu es aussi mignonne. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans sa dimension espace mini. Nous sommes sur Mardi Entrepreneuriat. Nous parlons ce matin de l'entretien d'embauche. Et nous allons d'abord passer la parole à Yossab Zambo qui nous plante le décor comme d'habitude. Merci Pafa ici. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une étape très importante dans la recherche de l'emploi. On a parlé déjà de comment trouver du travail. On a parlé de comment faire son CV. Oui, un bon CV. Oui, et la suite aujourd'hui, c'est comment réussir son entretien d'embauche. C'est une série que nous avons lancée. Justement. Et cette étape est très importante parce qu'en réalité, après, c'est déjà un pas vers le poste que vous aviez souscrit, parce qu'en réalité, ce n'est pas tout le monde qu'on reçoit en entretien d'embauche. Dans la majorité des cas, les CV ou le dossier est envoyé en avance et par moment, il est présélectionné. Et cela permet à ce que le directeur des ressources humaines ou l'administration puisse déjà prendre des figures qui semblent à leur sens intéressantes pour pouvoir puiser la meilleure personne pour le poste. Et c'est une étape très cruciale parce qu'elle développe déjà beaucoup de stress, parce qu'en réalité, tu te dis que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tes actions, tes réactions sont comptées et pour n'importe quoi, on peut te refuser le poste. Donc c'est une étape qui demande beaucoup de concentration et la plupart des temps, c'est le stress. Les mots ne sortent pas. On a du mal à déployer son savoir-faire. Les questions, le plus souvent, ne viennent même pas souvent de ce pourquoi tu as postulé, parce qu'on sait déjà que si on veut, par exemple, un comptable, on sait que toutes les personnes qui vont déposer les dossiers seront des comptables. Donc, en réalité, on ne peut pas vous distinguer uniquement à partir de cet aspect, mais c'est un peu comme on dit en littérature, le paratexte éditorial, les éléments environnants que le responsable des ressources humaines va essayer d'étudier pour et retrouver la plus-value que toi tu peux avoir différemment des autres candidats qui sont face à toi. D'où il est question pour nous aujourd'hui de ressortir donc l'ensemble des éléments et la posture que doit avoir ce dernier face à son interlocuteur
pour pouvoir réussir son entretien d'embauche. Et je permets à tout le monde, sur le cours de l'émission, de sortir ses stratégies. Merci Youssef Zambo pour cette première prise de parole. On va aller droit au but avec Ibrahim. Ibrahim, lorsque vous avez postulé pour une entreprise lambda, on va citer quelques-unes, la CNPS, la SNH, la Sonara. Bon, les gens vont dire que bon, toi tu ne cites que des baobabs, des sommités. Mais maintenant, il y a également, disons, lorsque vous avez été appelé pour une quelconque entreprise, pour un entretien d'embauche, vous avez déposé un dossier. Comment vous préparez cet entretien d'embauche? Est-ce qu'il y a une posture? Est-ce qu'il y a des attitudes à adopter lors de cet entretien d'embauche? Je suis sûr que les réponses sont pléthoriques parfois ici et qu'elles viendront de tous les co-panélistes de ce matin. Tout à fait. Il y a effectivement beaucoup de choses qu'il faut faire. Comme vous l'avez dit, le mot magique, c'est la préparation parce qu'en fait, la réussite d'un entretien d'embauche se gère au niveau de la préparation du candidat en question. Et parmi les attitudes auxquelles il faudrait qu'il puisse s'aligner, il devrait d'abord pouvoir, moi je dis toujours, que la chose même qui permet qu'on vous invite à un entretien d'embauche, au-delà de votre CV, c'est votre lettre de motivation. Une lettre de motivation où vous avez premièrement étudié l'entreprise, ses valeurs à elle, les choses auxquelles elles sont attachées. Vous avez étudié ces questions-là, vous avez étudié le profil que vous avez, c'est-à-dire votre parcours, et vous avez étudié le poste. Ce sont ces trois éléments qu'on regarde. Et maintenant, vous avez essayé d'établir un lien qu'il y a entre vos réalisations, votre profil, votre expérience, et ce qui est recherché dans les postes ou le job description qui est donné dans l'appel d'offres. Une fois que vous avez fait toutes ces petites études-là, maintenant il faut bien vous préparer. L'une des choses qui m'énerve souvent, c'est le fait qu'un demandeur d'emploi arrive en retard. C'est-à-dire qu'on vous a dit que nous allons vous recevoir à 10 h, vous arrivez à 10h30, et vous nous expliquez que vraiment, si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, on vous a mal expliqué, vraiment les embouteillages sont incalculables, vraiment il y a eu beaucoup de problèmes de gauche et à droite. Ça révèle simplement le fait que vous êtes quelqu'un qui n'anticipez absolument pas du tout. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous avez rencontré votre premier embouteillage. Ça existe depuis Mathusalem. Ça existe depuis Mathusalem, donc vous saviez que c'est possible que sur le chemin, on puisse avoir un chemin de 10 minutes, eh ben, vous devez en faire 30 minutes, là, c'est pas aujourd'hui que ça commence. Donc, venir en retard, c'est la chose vraiment qu'il faut à tout pour éviter. Venir pour voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a des gens comme ça qui viennent pour voir ce qui va se passer. Il n'est pas prêt du tout. Il vient d'abord sans son dossier. Parfois, ici, il peut arriver que vous avez envoyé votre dossier, mais que la direction des ressources humaines ne les a pas imprimés. Et elle doit pourtant vérifier que ce que vous avez même dit dans votre CV là, y compris dans vos lettres de motivation, c'est effectivement ce que vous êtes. Et donc, à un certain moment, elle a toujours besoin de se fier à ça. Et si elle n'a pas votre CV, ou alors que cela est disparu dans les CV ou les dossiers qu'on a apportés sur la table, il est toujours beaucoup plus prudent d'apporter ces exemplaires à soi, de CV, de lettres de motivation, de pièces d'identité. Tout son dossier. Tout son dossier, vous l'avez en main. Avec les diplômes, les originaux, les attestations. Oui, voilà le diplôme que j'ai eu ici. Oui, voilà l'attestation ici. Oui, voilà le contact là, ici. Vous êtes prêt avec tous les éléments que vous pouvez apporter et mettre à disposition de l'employeur. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait être, ou la troisième, correctement vêtu. Ouais. Je voulais justement qu'on parle de cet aspect entré à l'habillement. Oui, il faut être correctement vêtu. C'est-à-dire que vêtu comme quelqu'un qui allait en milieu professionnel, pas au champ. Je n'ai pas dit qu'il faut à tout pour être millionnaire, il faut avoir les vestes, etc. Mais il faut au moins être coiffé, il faut au moins être propre et il faut être présent. Il y a des notions qu'on va gérer. Il y a le pan compétences techniques où on veut vérifier que ce que vous avez dit dans le CV là, vous n'êtes pas menteur parce qu'il y a des gens qui mentent trop. Ah bon? Oui, parfois ici. Ils disent qu'ils maîtrisent X, ils ne maîtrisent pas Y. Vous voyez un peu. On veut vérifier ça. Il y a un autre monsieur là qui est là pour étudier votre comportement psychologique. Lui, il veut savoir si vous avez de la valeur ou si vous êtes attaché à un certain nombre de concepts. Il n'est pas là pour les paramètres techniques. Il va te demander, vous êtes marié? Vous avez combien d'enfants? Mais pourquoi vous n'êtes pas encore marié? Et puis tu vas te dire que qu'est-ce qu'il a finalement avec mon mariage? Le mariage là. Il va évaluer un certain nombre de paramètres. Dans les réponses que tu lui confères, il est aussi là pour ça.
pour voir si tu es loyal, ou alors si toi, dès qu'on t'énerve, bah, elle m'a énervé, et puis je l'ai chassé, hein, Léo. Et puis l'autre m'a encore énervé, et puis je l'ai chassé. Mais vous savez, les femmes, c'est compliqué. Bon, chez toi, on sent que tout va être compliqué. C'est pas en milieu professionnel que les choses ne seront pas compliquées. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour laisser la possibilité aux autres experts d'apporter en plus. Alain Douk, ce matin, après avoir parlé de la confection d'un bon curriculum vitae, un bon CV, ce matin, nous parlons de l'entretien d'embauche, comment réussir son entretien d'embauche. Et ils sont nombreux, hein, qui sont même des brillants sujets, ils sont nombreux qui ont de très bons diplômes, ils sont même nombreux qui ont une bonne expérience, mais le jour de l'entretien d'embauche, ça se passe très mal. Et c'est comme ça qu'il peut rater une bonne place dans une entreprise. Bien, écoutez, un entretien d'embauche, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une conversation que vous allez avoir avec l'entreprise, la structure qui potentiellement pourrait vous employer, vous le requérant. Donc c'est une communication qui va se passer. Dans une communication, on a un émetteur, on a un récepteur. La communication, il faut faire attention, notamment dans le cadre des entretiens d'embauche, parce que la communication ne commence pas avec l'échange verbal. Les informations qu'on va échanger au travers de la parole. La communication, elle commence avec votre mise, avec vos postures, avec l'assurance, la prestance que vous dégagez. Tout ça, c'est la communication. Elle est non verbale, certes, mais ceux qui savent évaluer cet aspect de la communication regardent. Et tout bon directeur de ressources humaines ayant de bonnes compétences regarde à cela. Parce que cette dimension de la communication est aussi très importante lorsqu'on veut profiler quelqu'un par rapport à un poste, quand on connaît ce qu'on veut pour le poste en question. Donc faites attention à votre communication donc non verbale. Souriez, dégagez de l'assurance. Bien. Maintenant, dans la communication verbale, bien sûr, il y a quelques éléments liés à la vente de soi, parce que tout ça, c'est une, il faut le dire comme ça pour que tout le monde comprenne, c'est une opération de charme, parfait. C'est une opération marketing. Oui, c'est une opération marketing, vous venez vous vendre. Mais il ne faut pas en faire trop aussi. Donc parler... Évitez, parce que vous avez parlé de l'assurance, mais l'assurance n'est pas l'arrogance. Non, non, il ne faut pas être arrogant. Ah, absolument pas. L'assurance, c'est pas l'arrogance. Donc, on vous pose des questions, vous apportez les réponses, parlez de vos réalisations, démontrez que vous avez fait ceci, vous avez pu réaliser ceci chez les autres employeurs, etc. Parlez de vos bons points. Faites tout pour les mettre en exergue, pour que l'information à ce sujet passe et qu'on remarque votre potentiel et ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est très important. Maintenant, par rapport aussi aux questions sur ces réalisations, sur ce que vous avez fait par le passé, et là où vous sentez qu'il y a des lacunes, ben, n'ayez pas... ne montez pas sur vos lacunes. Dites que oui, effectivement, à ce niveau, ça n'a pas vraiment été ça, mais que vous êtes dans la dynamique véritablement de la croissance. Et on peut plutôt apprécier ce sens de l'humilité. L'humilité, tout ça, ça compte. Et que véritablement le challenge qui est celui du futur emploi permettra justement d'entrer dans cette dynamique de la croissance et de l'augmentation de vos capacitations, etc. etc. Ça, c'est bien. Donc, et il faut connaître un maximum l'entreprise. Parce que, on l'a dit, lorsqu'on parlait du CV, oui, ça va revenir. Les mots-clés, l'entreprise, son ancrage, ses perspectives, ses objectifs, ses cibles, ses concurrents, son marché, sa philosophie, son worldview. Parce qu'il faut que son worldview soit en adéquation avec votre propre éthique, etc., etc. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut maîtriser et vous serez le plus à l'aise possible au cours de la conversation en question. Parce que quoi qu'on dise, c'est une conversation. Voilà, il faut véritablement être à l'aise soi-même et permettre à votre interlocuteur qui vous fait passer l'entretien d'embauche d'être le plus à l'aise avec vous. Parce que s'il se sent aussi, s'il a l'impression qu'il a un bel interlocuteur, etc., il passe du bon temps et il a l'impression qu'il n'est même pas en train de travailler pendant qu'il passe cet entretien avec vous, je peux vous dire que vous gagnez énormément. Merci Alain Douko pour ces éclairages. Pierre Blériot, vous irez encore plus en profondeur. Quelqu'un va me dire, parfait, pourquoi cette question? Et pourtant, je pense que cette question a un sens. Vous allez me dire tout à l'heure. Est-ce que
Un homme qui prépare un entretien d'embauche, c'est la même chose avec une femme qui prépare le même entretien d'embauche. Même deux hommes qui préparent l'entretien d'embauche, ce n'est pas la même chose qu'il faut faire. Alors, les gens décrivent ce qu'il faut dire et faire pendant l'entretien d'embauche, n'est-ce pas? Oui. Tous ces gens disent des choses très intelligentes. Au lieu de se préparer donc à l'occasion d'un entretien d'embauche à bien dire et à bien faire ces choses, pourquoi ne pas être ce modèle-là que vous voulez dire seulement à l'occasion de l'entretien d'embauche? Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que les valeurs, il faut les avoir cultivées. Il ne faut pas tenter de convaincre les gens que vous êtes humble, que vous êtes patient, que vous voyez, si vous êtes humble, vous n'aurez pas d'effort À le faire. à montrer que vous êtes humble. Si vous êtes quelqu'un de patient, parce que vous avez cultivé la patience, parce que vous avez su que dans la vie, les choses n'arrivent pas toujours quand on le souhaite ou quand on les souhaite, vous sauriez donc que si on va à un entretien d'embauche, pas les choses que j'entends les gens raconter sur l'Europe et tout ça, même si on vous a fait attendre 3 heures, vous n'allez pas montrer des signes d'impatience. Commencez à piaffer. Parce que des fois, vous êtes dans une salle qui est sur caméra, qui a déjà commencé. qui est sur caméra de surveillance. Et voilà. Et vous commencez à monter les autres Postulants. Vraiment, les gens, je ne comprends pas. Ils t'invitent, tu es là. Alors que ton tour arrive maintenant. Ça a même déjà commencé. On est en train d'observer. de Ça a t'écouter déjà là-bas. commencé. Et quand tu vas entrer, comme ça sera court, tu vas croire que c'est parce que tu es performant. Je veux dire qu'il faut cultiver ces qualités. Parce que vous pouvez même réussir l'entretien d'embauche, on vous embauche. Mais vous ne réussissez pas ça. Comme nous sommes dans une série, la série va aller plus loin. Comment vous allez donc conserver l'emploi? Parce que vous avez menti hier que vous aviez tel cas. Que vous étiez humble, vous étiez patient. Ibrahim a dit qu'il faut être ponctuel. Donc il faut être ponctuel au jour de l'entretien d'embauche seulement. Après, vous ne serez, puisque vous n'êtes pas ponctuel. Si quelqu'un est quelqu'un de ponctuel, il n'attend pas un entretien d'embauche pour démontrer qu'il est ponctuel. Quand Alain Douk arrive à l'émission toujours à l'heure... Pourquoi il n'y a pas Blaireau à l'antenne? Voilà. Alain Douk arrive à l'émission. On peut dire ici qu'Alain Douk a développé cette qualité. Peut-être que ça lui a coûté cher un jour. Moi-même, je n'étais pas quelqu'un de ponctuel ici. J'ai perdu un emploi. Mon oncle qui avait négocié l'emploi pour moi, on m'attendait à 9h30. Je me suis amené à 11h. Et il m'a rencontré. Non, il m'a rencontré. 1h30 de temps. Il m'a dit, tu es maudit. Va, on te lave. Parce que je ne peux pas avoir pris toute la peine que j'ai prise. Et s'il vous plaît, je ne faisais rien. Il y a des gens qui sont comme attachés. J'étais à la maison, je tournais. Et je suis allé me laver à 9h. J'ai commencé à prendre mon temps. Donc, quelqu'un va vous expliquer que les embouteillages... Non, non. Un homme ponctuel se dit qu'il n'a aucune peine à attendre les autres. La ponctualité va avec la patience. Dans les rendez-vous, le plus ponctuel est souvent le plus patient. Il arrive avant le temps et il attend les autres. Lui, il est vu comme quelqu'un de faible. Il y a des gens qui aiment se faire attendre. Ça va donc te prendre. Au niveau de l'entretien d'embauche, si vous jouez à être quelqu'un d'humble et qu'on vous provoque, vous allez sortir vos gants. Mais vous croyez que vous allez toujours contrôler vos émotions? Pas du tout. On va voir que non, il est caractériel. Mais il faut aussi s'informer très bien. Relativement au poste, un patron peut vouloir de quelqu'un qui est très caractériel pour redresser quelque chose. L'un des postes que j'ai occupé, le grand patron de cette entreprise que probablement vous connaissez, voulait à un poste quelqu'un de très charismatique. Bon, si j'étais allé ce jour-là, parce que lui-même c'était quelqu'un de très charismatique, si j'étais arrivé ce jour-là et j'avais joué les garçons trop... Il m'avait observé. On s'est entretenu pendant 5 minutes seulement, seul dans son bureau. Et il a vu ce qu'il voulait voir. On peut vouloir d'un dictateur à un poste. Il faut vous informer. On veut de quelqu'un qui est très dur. Vous venez là, vous voulez jouer le témoin de jeu. Non, non, moi, quand les gens ne sont pas contents, je laisse souvent. Okay, bon. Donc, à force de mentir, alors qu'on avait vu, on avait cru voir cette qualité en vous. Il faut, je me résume, cultiver les qualités une fois pour toutes, pour qu'elles puissent nous servir partout où nous irons. Il ne faut pas aller jouer à celui qui a des qualités à l'occasion d'un entretien d'embauche. Merci, Blaireau. Oui, Yosef Zambo veut rapidement rebondir. Oui, oui. Allons-y. Oui, justement, je voulais préciser quelque chose. Les qualités que nous avons, ce que nous représentons,
n'a pas vraiment de place auprès... Bon, moi, à mon sens, parce que là, je veux donner mes astuces lorsqu'on fait l'entretien d'embauche. Parce que l'entreprise a sa culture. Tout à fait. L'entreprise a son fonctionnement, a son identité. L'entreprise sait ce qu'elle cherche. L'entreprise s'en fout de ce que vous êtes chez vous, dans vos maisons, de vos cultures, de vos éducations. L'entreprise sait ce qu'elle cherche. Et pour réussir son entretien d'embauche, il faut comprendre la psychologie de l'entreprise. Donc, sois humble ou pas, sois gentil ou pas, sois ponctuel ou pas, mais si tu ne comprends pas l'esprit, parce que chaque porteur d'un projet a une idéologie, a quelque chose à vendre. Et quand tu as compris cette chose-là, tu sais exactement comment l'approcher. Maintenant, comme M. Yemek a dit, il y a des entreprises où on a besoin de personnes audacieuses. On a besoin de personnes qui ont un charisme à vendre. Maintenant, il faut donc mener des enquêtes, faire des recherches. On prépare son entretien d'embauche et on le prépare en côtoyant l'environnement de cette entreprise-là. Si tu as même des possibilités d'ancrer même avant là-bas, tu dois savoir le directeur des ressources humaines, c'est qui? Parce que on peut dire qu'il faut bien s'habiller. Et que vous avez donc un directeur des ressources humaines qui pense être quelqu'un qui s'habille bien. Pourtant, il ne sait pas s'habiller. Et que toi, le jour-là, tu sors sapé comme jamais, juste pour ça, il trouve derrière son concurrent. Il dit que c'est un malade. Tu veux venir porter les meilleurs costumes que moi ici? Oui, parce qu'il arrive même parfois que... mais en même temps, quand même, il faut bien s'habiller. Non, je ne refuse pas. J'ai dit il faut avoir une bonne tenue. On ne peut pas caricaturer la façon à laquelle on doit faire l'entretien d'embauche. Ça s'adapte à la réalité de l'entreprise et à la personne qui t'entretient. Au-delà de la réalité, si on va en entretien d'embauche, est-ce qu'on doit aller en haillons? Je dis ça dépend de qui te reçoit. Il y a des gens que il est frustré par le simple fait que ta voiture dépasse sa voiture. Il y a des gens qu'après l'entretien d'embauche, lorsque tu sors, ils guettent à travers la fenêtre. Est-ce qu'il va prendre la moto? Est-ce que la voiture là c'est pour lui? Ils voient ça en danger, ils déchirent ton dossier. Et si vous allez dans un entretien d'embauche et vous transpirez de partout parce que vous avez voulu laisser votre véhicule pour qu'on ne voit pas que vous avez un joli véhicule, est-ce que c'est aussi bien que vous arrivez en entretien d'embauche, vous transpirez comme un porc? Et là, ça dépend encore de l'idéologie. Moi, je vais vous dire parfait. Il y a des patrons en entreprise qui cherchent des personnes totalement défavorisées. Ils se disent que si cette personne est démunie et en conditions difficiles, il aurait l'ardeur à vraiment travailler pour avoir son pain quotidien. Je dis, ça dépend de qui te reçoit. Il y a même des entreprises... Ça, c'est un autre débat. Oui, mais parfait. Je crois oui, que... d'abord Blériot. Oui, il y a dans il ne faudrait pas que nous nous éloignions. Non, il y a beaucoup de subjectivisme dans cette affaire. Justement, oui. C'est-à-dire que peut-être comme on vit au Cameroun, on ne fait même pas les entretiens d'embauche. Ça, ce n'est pas l'entretien d'embauche. Ça, c'est peut-être l'entretien soit du con, soit du famille. Oui, oui. Et il y a des sociétés qui sont des sociétés de cons et de femmes là. C'est-à-dire, oui, tu vois un patron, il est assis là, il a déjà des trucs dans son cerveau. S'il te voit arriver, il voit que tu... Non, là, c'est des sociétés bizarres. Nous voulons parler d'une société normale. Et l'entretien d'embauche n'est pas le fait d'un seul individu. Dans les vraies sociétés, ça ne se passe même pas avec un seul individu. Et au-delà de ça, ce n'est pas seulement les gens qui vous ont entretenu là qui prendront la dernière... Nous prenons les structures normales. Donc, si vous voulez travailler à la banque, les banques aiment les gens propres. Oui. Mais le DRH de la banque peut être un cas sale. Tu viens donc sale pour lui faire plaisir parce qu'il aura peur. Mais on peut même dire que oui, voici même notre vrai DRH que nous on est en train de voir là. Hein. Il sera parmi les gens qui vont t'entretenir. Mais on va évaluer son jugement à l'aune de ce que vous aurez fait. Il y a des gens, vous les recevez aujourd'hui, demain après son recrutement, ils prennent votre poste. Parce qu'il avait dégagé ses qualités. Donc ça existe ce que M. Zambo dit, mais ce n'est pas des vraies sociétés, c'est du con et du femme là. Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème parfait. Je vais rebondir rapidement. Et Alain prendra la parole. Oui, ce que je veux dire, c'est que résolvons les problèmes ponctuels. Nous sommes au Cameroun. Et permettons à un jeune Camerounais de trouver de l'emploi au Cameroun. Pour les Camerounais. Non, je veux dire ceci. J'ai dit, je donne une astuce. Je n'ai pas dit, il y a ce que l'école dit. Il y a ce que la réalité dit. Dans ce pays, pour le moment, il y a certaines
situations ou certaines choses qu'il faut faire pour pouvoir t'ingérer et de corriger de l'intérieur. Parce que le but ici est que tu sois quand même retenu et que de l'intérieur, tu puisses changer des choses. Mais tu ne peux pas venir changer une entreprise ou une société en un coup de revers. C'est compris. Tout en martelant au niveau de nos chers téléspectateurs, envoyez plutôt vos messages au niveau de la simple messagerie. Pour aujourd'hui, laissez un tout petit peu WhatsApp. Nous avons quelques soucis. Envoyez la simple messagerie. Alain Douk, vous l'apportez une ou deux précisions. Voilà. Parfait pour un entretien d'embauche. La mise. Il ne faut pas confondre l'extravagance avec la bonne mise. C'est vrai. Tu ne vas pas venir là, tu débarques, tu veux faire sapeur Zaïrois. Tu t'habilles formel, classique, correctement. C'est ça. Faut pas faire l'extravagance. On ne va pas en concert de quoi ça. Donc, vous venez donc comme ça. Bien. Maintenant, il faut comprendre. Parce que ce que Blériot a fait tout à l'heure, en fait, il a fait un tout petit peu de philosophie pour dire qu'en réalité, au lieu de rester dans l'opération de charme, ben, vous gagneriez à incarner des valeurs en réalité. Comme ça, ça passe partout, sans que vous ayez d'efforts particuliers à faire. Sauf que dans le monde de l'emploi, quoi qu'on dise, c'est toujours une opération de charme. Et les valeurs, nous sommes dans un processus d'apprentissage, quoi qu'on dise. Blériot, parfois tu te retrouves en entreprise, il y a des trucs que tu n'avais pas assimilés, que tu vas assimiler là-bas. Tu ne veux pas être humble, c'est ce qui se passe là-bas qui va t'apprendre l'humilité. Au travers même possiblement de l'humiliation. Ouais. Tu vas prendre l'humilité. Donc c'est un processus. Bien. Maintenant, pour certaines valeurs ou certaines caractéristiques, certains traits de caractère particuliers, vous savez, c'est pour ça que j'ai parlé du langage non verbal. Les charismatiques là, rien que la posture, la façon dont il se met quand elle est face à toi, sa prise de parole, comment il parle pendant qu'on lui a donné la parole, vous savez, vous pouvez le profiler, c'est un gars charismatique. Très bien. Sans qu'on sait. Et puisque vous parlez de la prise de parole, je passe justement cette parole. Parce que justement, nous, on travaille là-dessus. La fait. prise de parole publique et prise de parole charismatique. On forme les gens là-dessus. Je passe justement cette parole à Ibrahim. Est-ce que le volet prise de parole ne compte pas beaucoup en entretien d'embauche? Je vais être un peu plus précis. J'ai par moments vu des gens qui sont venus en entretien d'embauche. Vous avez l'impression qu'ils veulent éblouir, ils veulent, le mot m'échappe. Impressionner. Ils veulent impressionner. Ils parlent là-bas un très gros français, ils utilisent les mots très compliqués et ils parlent beaucoup, ainsi de suite. Est-ce que... Et des fois, on l'écoute même pas, il continue de parler. Ibrahim, vous avez la parole. Alors, parfois ici, la peur de parler en public est la deuxième plus grande peur au monde après la peur de la mort. C'est-à-dire que quand on évalue les profils de peur, on s'est rendu compte scientifiquement que parler en public là, ou prendre la parole, fait peur à beaucoup de personnes. Et dans le cas spécifique de l'entretien d'embauche, c'est vrai que la prise de parole est très importante parce que dans la prise de parole, il y a la voix, il y a la tonalité, il y a le niveau de langue, il y a la façon dont, la posture avec laquelle tu interviens, tout ça est véritablement importante. Et je pense que parfois ici, il faut qu'on dise à nos collaborateurs de pouvoir être flexibles et de s'adapter. À un moment, quand j'étais ici au lycée de Nsambe-Foulane à une époque, j'ai fait mon secondaire ici au lycée de Nsambe-Foulane. Et à un moment, j'aimais beaucoup lire. Et je lisais des livres de 1980-82 où le niveau de français, où la tenue des phrases n'avait rien à voir avec ce que nous on avait. Et moi, j'aimais éblouir quand je venais faire le journal, papa, ici. Et j'utilise un terme là. Vous faisiez le J'ai fait le journal au club, journal du lycée de Nsambe-Foulane. Nsambe-Foulane. Donc, vous aurez voulu être journaliste. Bon, les gens pensaient que je serais un journaliste. Et donc, du coup, pendant que j'y étais, j'aimais éblouir. Mais moi, je me suis rendu compte que je parle, mais ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. En journalisme, c'est justement Ils ce ne qu'il comprennent faut pas ce que je suis en train de éviter. dire. Et finalement, j'ai abandonné les expressions de 1990 Parce que vous parlez pour vous. où je prononce un mot, mais il ne comprend pas ce qu'implique le mot que je viens de prononcer. Donc, le plus important, je pense, dans le message, dans la communication, c'est que le message parvienne. Tout à fait. Et que c'est même ce que qu'il tu puisse veux être faire décrypté. parvenir, soit effectivement ce qui est reçu. Tout à fait. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu veux lui dire et ce que lui va percevoir de ce que tu lui as dit.
Et donc, en ce moment-là, dans la communication, dans la prise de parole, on parlait ici les mots. Il y a des études qui ont démontré qu'en réalité, les mots même dans la communication envers un individu comptent à hauteur de 7% dans la transmission du message. Toutes les autres compétences ou la communication paraverbale ou non verbale ou gestuelle ou psychologique ou tout ce qui est tout autour de toi parle et dit si ce que tu dis là c'est la vérité ou si ce que tu dis là c'est un pur mensonge. Donc je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de formation, d'art oratoire, de prise de parole en public pour savoir quoi dire ou ne pas aller et comment s'adapter. Si tu te rends compte que ton auditoire est à un niveau de langue moyen, il ne faut pas dire que vraiment toi tu... Il faut t'adapter. Il faut t'adapter, descends un tout petit peu. Si tu te rends compte qu'il y a un véritable intellectuel devant toi, exprime-toi et soyez à l'aise. Nous allons repartir au niveau de notre messagerie. Bonjour Perfecto et tout le panel. Je crois que le terrain oblige la manœuvre de le chef d'entreprise a parfaitement raison, car j'ai subi une fois ce genre de malcompréhension où mes recruteurs et d'autres patrons étaient pour la plupart frustrés par mon charismatique en se disant, certainement avec toutes ces qualités, en plus il me sera coûteux. C'est Saïd à Bertois qui envoie ce message. Hein. Allons au +1 514, c'est probablement les États-Unis ou le Canada. Que dit le téléspectateur par rapport à l'entretien d'embauche? Je pense qu'il faut regarder l'esprit et le climat social dans lequel la société évolue. Pour la petite histoire, pendant un entretien d'embauche, on demande à un monsieur de conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif. Le monsieur dit « tu manges », il ou elle mange, vous mangez, il ou elle mange, nous mangeons, je mange. Au fou rire, et finalement, il est embauché, rien à voir avec l'entreprise, mais au climat social dans lequel il évolue. Non, vraiment... si on revient vraiment à ton exemple là, comment l'avoir conjugué en disant tu manges? Ce jeu-là, il y a deux dimensions parfois ici. On peut vouloir, ou le promoteur peut être quelqu'un qui veut quelqu'un qui obéit à ce qu'il dit. C'est-à-dire, il te demande de faire ceci, et ça a même l'air bête, c'est fortuit. Il veut voir si toi tu es capable de faire ce qu'il te demande de faire tout simplement. Il peut y avoir cette intention-là. Mais pour ce message-là, le message qui a précédé, j'aimerais dire à mes collègues patrons et entrepreneurs, arrêtez la sorcellerie. C'est-à-dire? Vous ne pouvez pas, parce que quelqu'un est charismatique ou transporte un niveau de savoir, vous sentir menacé. C'est même la bêtise à la limite. Les meilleures entreprises sont ceux qui ont les meilleurs à leur disposition. Lorsqu'on décide de recruter quelqu'un, c'est parce qu'il est bon et qu'il va augmenter le chiffre d'affaires de mon entreprise. Vraiment, mon instruction à eux, véritablement, faut pas, ça peut être une maladie mentale même. Parfait. Il faut vous arrimer. Revenons sur la sapience de ce message. Oui, l'affaire de conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif. Oui. Dans le contexte qui est celui de l'émetteur de ce message, il a évité la première personne du singulier. Oui. Exprès. Et il savait il a passé un message. On comprend. Je ne mange pas avec vous, c'est vous qui mangez. C'est vous d'abord qui mangez. Je vais d'abord prioriser les autres avant moi. Et la dernière personne du singulier en dernière pause. Je suis... Tu vois à quel point il y a tellement si vous finissez de manger, je peux manger. Il y a tellement de jeux dans cette... Avant de repasser la parole à Youssef Zamro, un autre message, bonjour parfait, à l'artisan de la paix, Blériot, et mes civilités au panel. Faire la paix avec les Mbombor, c'est une bonne idée. Je vous entends parler et je ris seulement. Pour réussir un entretien d'embauche, il faut être marié, beau, etc. Au 237, que je connais là, que faut être expert en sémiologie, mais où est même d'abord ce poste-là pour qu'on fasse valoir tout ce que vous racontez là? À quoi sert un entretien d'embauche si tout repose sur le bon contact? L'entretien peut même être réussi, mais c'est quelqu'un d'autre qui occupe le poste à votre place. Suivez mon regard. Bon débat, c'est professeur Chen. Oui, quelqu'un pour lui répondre? Oui, parfait. Oui. Si on présente ainsi, ça ne sert plus à rien. Il faut qu'on dise aux gens donc chercher les contacts. Oui. Donc c'est ça qui... Mais les contacts vont tomber. Hein. Nous on parle d'une société normale, ou à peu près normale. Mon cas de figure, moi, même s'il y a le contact là, si tu n'es pas plus performant que les gens qui ont présenté leur candidature, tu passes à côté. Bonjour, parfait. Ici, avec votre permission, je suis
Auton Donald Sondi, je vous suis à partir de Yaoundé. Le développement du Cameroun passe en très grande partie par la refondation globale de la considération du travail, de l'emploi dans nos mentalités. Un panéliste vient de dire le travail est le gagne-pain, c'est très dangereux. Le travail, c'est un service à rendre aux usagers et contribuant aux objectifs d'épanouissement de la structure qui vous embauche. Le salaire en est la conséquence. Merci. Donc je dois donc travailler sans manger. Un autre message, hein, que dit ce téléspectateur. Parfait, il faut tenir compte des réalités de chaque pays. L'habillement est nécessaire et indéniable. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu, mais c'est important d'être lucide et concentré face à son interlocuteur. C'est Steve Seke à Yaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour à vous. Bonjour, donc le message est long. Hein? Bonjour à vous sur le plateau. Le sujet du jour me rappelle une petite anecdote. Il s'agit d'une entreprise qui avait lancé un recrutement et après avoir sélectionné les CV qui correspondaient au poste, le RH a remarqué que tous ont précisé qu'ils aiment la lecture. Il a donc fallu passer à l'entretien d'embauche. Le RH avait préparé une salle d'attente, mais laquelle il y avait une bibliothèque très fournie. Il a fait patienter ces gens pendant 1 heure. Pendant ce temps, le RH observait à travers une caméra. Parmi eux, un seul candidat a pris un livre pour lire dans l'attente d'être reçu. Et devinez quoi? Il a été choisi. Je rejoins la pensée des aînés sur le plateau. Les valeurs doivent être ce que nous mettons en avant. Bonne journée à vous. C'est Freddy de Fouda qui envoie ce message. Allons au plus 44 ans. Je pense que c'est l'Angleterre. Oui. Bonjour Parfait, bonjour le panel. J'ai eu un entretien dans une boîte ici à Londres. Le monsieur m'a demandé quelle équipe de football je supporte. J'ai répondu Arsenal. Et lui, il était un supporter de l'équipe rivale, Tottenham. Et du coup, j'ai pas été retenu. Mais plus sérieusement, monsieur Ibrahim a tout dit. Préparation et préparation. C'est monsieur Happy. Ça revient à ce que je disais, une opération de charme. Youssef Zambo, moi, je ne sais pas, vous évitez l'entretien avec les femmes, je ne sais pas pourquoi. Vous allez parler des femmes ce matin. Alors, j'ai par moments également observé certaines femmes qui sont venues en entretien d'embauche, d'autres se sont habillées, entre guillemets, convenablement, d'autres sont venues légèrement sexy. Vous suivez mon regard. Et d'autres sont venus un peu trop sexy. Pour un entretien d'embauche, lorsqu'on est une femme, est-ce qu'il y a une posture d'habillement qu'on devrait adopter? Alors, en réalité, il y a 2 types de femmes pendant les entretiens. J'en ai fait plusieurs fois dans plusieurs entreprises différentes. Il y a une qui met l'accent sur la valorisation des atouts corporels. Ça veut dire quoi? Pendant que d'autres mettent de l'accent sur la valorisation des compétences intellectuelles. Valorisation des atouts corporels. Oui, c'est montrer que j'ai un beau corps. Montrer ses rondeurs. Voilà, elle a une belle poitrine. Exactement. Elle a un postérieur compétent aussi. Ça fait partie aussi des compétences. Selon elle, selon ses filles. Est-ce qu'une femme peut influencer un entretien d'embauche en mettant en exergue ses atouts corporels? On ne peut pas le vendre en télévision, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de patrons et il y a aussi certains postes en entreprise qu'on a besoin d'une certaine forme de personne. Il y a même des entreprises qui font beaucoup plus dans le commerce, oui, dans les relations publiques, oui, et où on a vraiment besoin des femmes aux formes généreuses. Imposantes, représentatives, des femmes qui ont certains charismes à dégager. Et ça dépend. C'est pour ça que je dis encore, et je le répète, l'entretien d'embauche se prépare. Il y a un minimum d'informations qu'il faut avoir autour même du poste, autour des missions à ce poste et autour de l'esprit de l'entreprise et de sa culture. Ça permet à ce que tu puisses te positionner contre tes valeurs ou avec tes valeurs pour pouvoir décrocher le rôle. Très bien. Ibrahim, je ne m'éloigne pas de cette préoccupation. Qu'est-ce qui devrait être important pour une femme qui va en entretien d'embauche? C'est de mettre en exergue ses atouts corporels ou alors de mettre en exergue ses atouts sur le plan de la compétence intellectuelle.
La question que je vous retourne, c'est que lorsqu'elle met en exergue sa compétence intellectuelle, ses compétences corporelles n'apparaissent pas. Non, moi je pose... Si elle met le cabas, ça n'apparaît pas. Non, papa, ici, je ne suis pas sûr que nous qui avons fait les entretiens d'embauche, si on a eu 100 candidats qui étaient mis en cabas. Hein? Non, je ne vais pas prendre cet exemple-là parce que ça sera très très amusant. Tout à l'heure, on s'est amusé avec Claude Antia. Oui. Elle était bien vêtue. Tout à fait. Elle était professionnellement vêtue. Bien sûr. Mais est-ce que sa dimension corporelle n'apparaissait pas? Ah ben c'est toi qui regardais ça. Non, moi je pose la question. Donc tu as regardé ça sur Claude. Honnêtement... Tu jetais quoi? Tu jetais Non, quoi? il faut oublier ça, Alain. Donc, honnêtement, quand je pense que c'est Dieu qui a créé nos sœurs, nos mères, nos petits-enfants belles. Et il leur a donné cette beauté comme étant un outil et un avantage. Mais il n'est pas question d'aller faire du libertinage ou du sexisme. Moi, personnellement, j'ai un problème avec le mot sexy. Le jour où j'ai lu le mot sexy en 2015, je suis allé prendre le dictionnaire. Et j'ai demandé, mais que signifie ce mot qui est en train d'entrer et qui vient en puissance là? Que veut dire sexy? Sexy veut dire objet de sexe. D'après le petit Robert, objet de sexe. C'est-à-dire que quand tu t'habilles, c'est nous qui nous comprenons pour on emporte des expressions de façon sexy, c'est pour réveiller le sexe qui est opposé à toi. Parfois ici, quand vous êtes dans votre chambre avec madame, elle s'habille sexy. Qu'est-ce que vous comprenez par sexy? Elle vous passe un message. Elle vous passe un message assez intéressant. Et donc, ce n'est pas le message là qui est le premier message qu'il faut passer en entretien d'embauche. Quand une jeune femme est belle, elle est belle. Qu'elle s'habille en protégeant toutes ses parties intimes, elle restera belle. On a besoin de personnes qui sachent valoriser son propre corps, à mon sens, pour pouvoir valoriser une entreprise. Très bien. J'ai un problème. Non, d'abord Blériot. Hein. Oui. Alors, Blériot, on finit par cet aspect des choses, hein, sur l'aspect de l'habillement concernant les femmes. J'ai rencontré plusieurs femmes qui allaient en entretien d'embauche et certaines m'ont confié que parfait, moi je vais en entretien là-bas, tout ce qu'on va me demander de faire, moi je vais faire. Je leur demande, ça veut dire quoi? Ils me disent, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi je veux un job, donc même si on me demande le patron, je vais faire. Oui, mais j'ai dit ça, ce n'est pas l'entretien d'embauche. J'ai circonscrit cela, c'est le femme-là, c'est le con. Oui. Être bien habillé ou être sexy ne veut pas dire être une aguicheuse. Si nous parlons des postes de travail, un homme intelligent, un homme sage, peut-il engager une aguicheuse pour garder sa caisse d'argent? Non. Non. Alors, nous tous nous répondons non. Ben, vous voyez, donc quand tu es aguicheuse, tu commences à me faire style, tu me montres. Tu balances les cheveux à gauche, tu fais un peu comme ça, tu tapes comme ça. Non, Et tu étais là pour garder ma caisse. Je comprends ce qui va arriver à ma caisse. Bon, maintenant, si tu es fou, un autre patron dans le cadre camerounais là, peut vouloir une copine. Il manque qu'il fait l'entretien d'embauche. Il cherche une femme. Donc, vous venez là, lui ne fait que regarder. Il est à la recherche d'une femme. Et ça se passe, hein? Ah oui! Il est à la recherche d'une femme. Je vais même aller plus loin. Les corps habillés, c'est-à-dire armés et autres. Vous savez, il n'y avait pas de femmes dans ces corps. Ouais. Quand on a commencé à introduire les femmes, vous savez ce que les hauts gradés avaient dit? Qu'ils ne voulaient pas de lait de femme. Ah bon? Oui! Et regardez de plus en plus comment elles sont belles. Comment elles sont belles. Ils disaient, ils l'ont dit, qu'ils ne veulent pas les laits de filles. Regardez dans la police, tu vois une police. Est-ce qu'il y a des laits de filles? Ils ont dit. Non, il y a les laits de filles, laisse l'autre là. Quand Dieu dit qu'il y en a. Les gars là ont dit qu'ils veulent les filles aux formes généreuses. Incroyable. Ils ont dit cela et quand ils viennent, les hauts gradés, ils regardent les filles qui sont en train de passer là. Donnent des consignes. L'autre là ne peut pas rester. Hein. Elle lente. elle lente. Et il regarde une autre là et dit non, bon. Pour les levées de couleur, oui. Donc on prend aussi les LED. Mais on dit, mais ça c'est pour faire les levées de couleur. Donc c'est ça. Mais là ce n'est pas le vrai entretien d'embauche. Les gens cherchent les femmes. Ils créent le prétexte. Je vais à un niveau plus bas. Vous voyez un monsieur qui dit qu'il cherche une ménagère. Ouais. Alors qu'il cherche une copine maquillée en maison. Quand une vieille femme d'un certain âge arrive, il dit non, toi, non, rentre. Jusqu'au jour où il a le modèle que lui recherche. Et il dit non, il ne lui pose même plus beaucoup de questions. Ton salaire, c'est mon salaire. Parfait. Oui, ne sortons pas sans le dire. Je l'ai dit ici,
dans un de mes propos sur le sujet. Écoutez, l'essentiel de la communication n'est pas verbal. Le plus clair de la communication est non verbal, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que vous communiquez en tant que femme lorsque vous arrivez pour un entretien d'embauche par votre mise? Si vous avez passé le temps pour cet entretien d'embauche à voir comment vous allez mettre sur vous le vêtement le plus moulant, c'est une forme de communication. Vous communiquez. Tout à fait. Vous êtes en train de dire que là, vous venez à cet entretien d'embauche, ce n'est pas sur vos compétences, votre expérience, votre potentiel intellectuel, ou alors, voilà, ou d'autres formes de compétences spirituelles que vous voulez avoir à l'emploi. Vous comptez sur votre corps. Vous envoyez un signal. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pour celui qui comprend la communication, ben, il dit, voilà la guicheuse. Donc, en réalité, elle pourrait être ici, si on la prend, ben, la secrétaire avec qui le directeur va passer du bon temps. Celle qui est prête à tout pour avoir un emploi. Vous communiquez, vous êtes en train de passer un message. Voilà, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, alors, si ce n'est pas une entreprise sérieuse, oui, et avec des responsables sérieux, bah, justement, on peut vous prendre sous cet angle-là et on sait ce qui va advenir par la suite. C'est vrai également que... Or, si c'est une entreprise sérieuse, vous avez aussi envoyé un signal qui va se retourner contre vous. Effet boomerang, on comprend que mais si elle va venir ici pour chercher à coucher avec tout le monde, ou, je sais pas moi, nous, c'est pas ce qu'on veut. Un entretien d'embauche doit être mené par qui? Par une personne, par deux personnes, par trois personnes. Ma question est celle de savoir, les meilleurs entretiens d'embauche sont menés par une seule personne ou bien par, disons, 3-4 personnes. Et maintenant, l'heure de l'entretien d'embauche n'est-elle pas également importante? Parce que si quelqu'un te demande de passer à un hôtel de la place à 22 h pour un entretien d'embauche, est-ce que ça fait sérieux? En réalité, parfois ici, les entretiens d'embauche, c'est toujours en grande matinée. Dans les 10 h, le temps que le directeur des ressources humaines, c'est un cadre. Le temps qu'il arrive, il s'installe, il prépare ses fiches d'entretien. Dans les 10 h, on commence. On a tout le monde. Maintenant, l'entretien d'embauche d'un employé classique est différent de l'entretien des cadres. Il y a des entretiens des cadres où on a plutôt le conseil d'administration qui s'assoit pour décider sur les CV et on met en mission une ou deux personnes pour entretenir la personne lors de l'entretien. Il y a les entretiens des simples employés qui ne sont pas des cadres où le directeur des ressources humaines, juste sa note après l'entretien suffit pour qu'on se décide si on vous prend ou pas. Donc en réalité, le nombre de personnes pendant l'entretien dépend du poste, dépend des responsabilités à donner à la personne qu'on doit entretenir. Et maintenant, le patron de l'entreprise décide donc des qualités des personnes à dénicher des nouveaux collaborateurs. C'est vrai que, Ibrahim, là n'est pas d'abord notre objectif ce matin de parler de ceux qui mènent l'entretien d'embauche, mais parlons un tout petit peu d'aussi. Est-ce qu'il n'y a pas également certaines personnes qui font parfois partie des équipes d'entretien d'embauche, elles-mêmes particulièrement aussi belliqueuses, ces personnes-là? Tu as aussi l'impression que ce sont des personnes un peu jalouses, légèrement aigries, et qui font également tout pour de vous parler à ceux qui sont venus passer l'entretien d'embauche avec un ton martial, par moments ordurier, un peu villageois. Est-ce que ceux qui mènent également des entretiens d'embauche ne devraient pas également avoir une posture? Non, ils devraient certainement avoir une posture dans un milieu professionnel. C'est juste qu'on a beaucoup d'entreprises ou de collaborateurs qui ne sont pas assez professionnels. Le but du recrutement, c'est lequel? C'est venir récupérer une autre aide pour avancer. C'est vraiment accueillir la bonne personne qui va nous permettre d'atteindre un objectif beaucoup plus élevé. Le but, ce n'est pas de venir montrer que je suis un tout seigneur et que je peux vous faire asseoir et vous donner des instructions comme des ordres. Non, ce n'est pas ça le but. Et donc, cette psychologie-là, cette attitude-là, elle doit être changée. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui doit s'asseoir à un entretien d'embauche. C'est pour ça qu'il y a ce corps des ressources humaines où on leur apprend un certain nombre de choses
qui sont véritablement des techniques qui leur permettent en fait de se rassurer de la cohésion et de la bonne humeur dans la gestion d'équipe d'une entreprise. Si je prends par exemple une matrice comme la matrice DISC, où on traite ici du cas des types de personnalités. D pour quelqu'un qui est dominant, I pour quelqu'un qui aime influencer, l'autre pour quelqu'un qui est constant et stable, et l'autre pour quelqu'un qui est, c'est pour le type conforme. C'est-à-dire qu'un monsieur en entreprise, quand tu le vois, lui il aime les procédures, il aime la réglementation. Quand tu viens avec un dossier, tu te dis ça doit passer à gauche, ça part à droite, ça va en revenir ici, ça ne peut pas avancer comme ça va prendre tout le temps. Lorsque vous avez déjà à l'intérieur de votre entreprise des dominants, et vous mettez à un poste administratif un autre dominant, il y aura forcément un type de problème qui va se poser. Donc, ce sont des experts parfois ici. Ce n'est pas des personnes qui peuvent venir s'asseoir ici, là, on fait l'entretien de bouche, tu me donnes un peu ce que tu peux avoir. C'est des experts qu'il faut pouvoir prendre pour venir vous assurer que vous n'allez pas avoir un problème avec vos employés. La plupart, et même 90% des employés, des patrons vont vous dire que l'un des problèmes majeurs auxquels ils doivent être confrontés, c'est la gestion des ressources humaines. Parce que justement, quand il fallait recruter ces ressources humaines-là, on n'a pas pris la peine d'étudier les profils ou d'appeler la bonne personne qui devait aider à faire la bonne sélection pour pouvoir avoir cette personne-là. Pierre Blérung, un mec, certains se plaignent également, hein, certains qui ont eu à passer des entretiens d'embauche. Je prends le cas du Cameroun, que par moment, lors de ces entretiens d'embauche, on a l'impression que l'aspect tribal intervient aussi. Oui, mais nous sommes dans une société où les emplois se font rares et il y a un développement d'une forme de communautarisme. Les gens veulent travailler déjà entre eux, ils veulent parler la même langue. Ils veulent aussi abuser de leurs frères parce qu'il est plus facile, contrairement à ce que les gens croient, d'abuser de son frère que d'abuser de quelqu'un qui n'est pas votre frère. Tout à fait. Vous ne payez pas les salaires aux gens et quand ils veulent parler, vous leur parlez en langue vernacule. Bon, il faut supporter. Vraiment, ils devaient faire comment? Donc, il y a ces aspects-là. Maintenant, c'est exacerbé dans certains milieux. Hein. C'est-à-dire que l'État devrait veiller, vous parlez du cas du Cameroun, l'État devrait veiller à ce qu'il y ait de sortes de dosage sociologique. Parce que nous sommes ceux-là. Tu ne peux pas ouvrir ta société, tu ne mets que les gens de ton village. Il ne faudrait pas que ça se fasse comme ça. Mais bon, les gens croient être totalement libres. Bon, tu ouvres ta société. Tu ne mets que les gens de ton village. Mais les produits que vous offrez aux clients sont adressés aux gens qui ne sont pas de ton village. Eux, ils doivent vous aider à être riches. Donc, l'État devrait jouer son rôle. Il ne le joue pas suffisamment sur ces points-là. Il ne le joue donc pas suffisamment sur ce point-là. Alain Douk, qui sont ceux-là qui sont à même de réussir facilement leurs entretiens d'embauche? Ce sont ce qu'on appelait vulgairement à l'époque des longs crayons, c'est-à-dire que ceux qui sont allés très loin dans des études, ou alors ceux qui, à un moment donné, ne sont pas allés très loin. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, dans un entretien d'embauche, quelqu'un te dira aussi que, bon, vraiment, laisse trop tes histoires de compétences là. Et quand tu vas parler aux gens qui sont en train de te poser des questions, dis-leur que tu es orphelin depuis là de 2 ans, tous tes parents sont morts, on peut donc estimer que tu as trop de problèmes. Tu as du mal à vivre, pour manger, ce n'est. Donc, si tu peux aussi jouer sur leur pitié, ça peut aussi t'aider. À la première des questions, oui. Ça dépend de qui recrute. Voilà, si nous sommes dans des affaires académiques, on sera content de se rassurer que vous châtiez bien la langue, que vous avez un bagage intellectuel soutenu, etc., etc. Mais la plupart du temps, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche des compétences. Si vous serez à même d'assumer le job description, si vous avez le bon profil pour le faire. Et maintenant, par rapport à sa philosophie, sa worldview, son marché, etc., les compétences qu'il faut pour faire le travail, là aussi, on vous interroge là-dessus. Donc ça, c'est... Il ne faut pas dire on cherche celui qui a le plus fréquenté. Non, on cherche celui qui va faire le travail. Parce que vraiment, dans le monde de l'entreprise, c'est le pragmatisme qui compte. C'est le pragmatisme qui compte. C'est vrai que dans la réalité camerounaise, il y a cet instinct, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, où il y a cette dynamique de la diplomite, où les gens ont beaucoup plus valorisé un papier qui est une prétention de savoir sur un sujet que le savoir lui-même. Ben, en entreprise, ce n'est pas ça. Vous aurez beau prétendre que vous savez, si vous savez ça, au finish, on veut le maçon au pied du mur. Tout à fait. Faites-nous le job. C'est ça, c'est le plus important, c'est ce pragmatisme qu'on veut en entreprise. En fait, c'est la donne anglo-saxonne. Voilà. Maintenant, que sais-tu faire?
qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux bien le faire et que l'entreprise croisse? C'est le plus important. Maintenant, donc, il y a la deuxième question. À celle-là, ben, attendez. Il ne faut pas aussi aller verser dans ces histoires où vous pensez que vous allez devoir faire pitié aux gens. Vous pouvez aussi, par cet élan, les effrayer. Recrutement par émotion. Non, ils peuvent même penser que vous avez tellement de problèmes que si on vous confie même Vous la allez même, gestion, voilà, vous allez vider. Vous allez vider les Non, caisses, faut pas etc. venir jouer. Non. Et en plus, puisqu'on parlait des valeurs ici, hein, faut pas mentir. Parce que faire de l'inflation sur vos problèmes aussi, quoi qu'on dise, c'est du mensonge. L'aspect salarial, parfait ici. Oui. Si vous êtes donc... Parce que nous, on a affaire à des capitalistes. Hein. Tout à fait. Si vous vous montrez comme quelqu'un qui n'a rien, on ne vous donnera pas grand-chose non plus. Un type qui n'a jamais eu 50 000, pourquoi on devrait te proposer un salaire de 500 000? Et puisque tu en parles justement, par moment même, hein, au niveau de l'entretien d'embauche, on La pose question, cette la question là est toujours là. Et c'est la prétention question salariale. La prétention salariale. la plus embêtante pour tout le monde. J'arrive chez un monsieur de regretté mémoire, il était président du tribunal de la ville de Bolova, pour faire des répétitions à 2 de ses enfants. Dans la ville parfaite, ici à l'époque, les gens demandaient 5 000 francs par enfant. Il me demande, pour les 2 enfants, c'est combien? J'ai dit 50 000. Sa femme sort de la cuisine pour dire que, mais attends, Ce sort, c'est sort. qu'est-ce qui te prend? Et te regrette, et Vineba, son fils passe capitaine d'armée bientôt, sa fille est ceci ou cela. Il me dit, vous êtes recruté. Voilà, sur le sujet Blériot. Oui, il me dit, non, il me dit, vous êtes recruté. Et sa femme dit, il dit, non, non. S'il a demandé 50 000, c'est qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il va faire. Donc, je ne vais pas là pour dire que non, comme tu payais 50 000, tu payes souvent 10 000, si tu peux m'ajouter 3 000. Non. Ailleurs, Ouais. lorsqu'on veut quelqu'un pour un poste, dans les sociétés sérieuses, il y a même déjà la rémunération aussi. Voilà qui est marqué. Ah oui, monsieur Bani, les mots, on vous Tu dit te mets que trop en dessous. Voilà. On se dit que tu n'as pas les Or, compétences. ici, chez nous, on joue sur la psychologie des gens. Hein? On joue sur la psychologie des gens, on tient compte du contexte dans lequel on est et qui est ce qu'il est. On sait que le plus clair des gens tire le diable par la queue, etc. Ils savent que l'entreprise a les moyens pour donner un bon salaire, je ne sais pas moi, par exemple, hein, je le dis comme ça tout bêtement, même de 600 000. Mais comme ils connaissent le contexte, les gars, ils sont là et vous disent, monsieur, quelle est votre prétention? Monsieur, quelle est votre prétention salariale? Vous dites 150 000, il dit, mais c'est bien, voilà les économies que nous allons faire. C'est pour cela qu'il est important de connaître sa valeur. Et se dire, quoi qu'il arrive ici, moi, bien que tirant le diable par la queue, je ne peux pas prendre pour ce que je connais de ce job moins de... C'est vrai quand même que Joseph Zambo, c'est embarrassant. Hein? C'est embarrassant. À un moment donné, vu le contexte camerounais, c'est lui qui aspire à entrer dans une entreprise est vraiment... il ne sait pas quoi faire. Parce que si vous dites, par exemple, je veux 1 million, tu auras l'impression que, bon, comme toi, tu as demandé 1 million, si tes concurrents qui vont passer l'entretien et ils demandent plus de 300 000, peut-être c'est plus facile qu'on va prendre celui qui demande 300 000 par rapport à toi qui demande 1 million. Ah, tu dis, si tu demandes 150 000, on risque quoi que toi, tu as un Tintin, tu as un Zozo. Est-ce que la question n'est pas embarrassante? Elle est hyper embarrassante. C'est l'une des questions les plus difficiles même de l'entretien d'embauche. C'est lorsqu'on arrive à la prétention salariale. Mais moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut allier l'impulsion du résultat que tu proposes pendant l'entretien, qu'elle soit proportionnelle au prix de la prétention salariale. La plupart des cas, lorsqu'on veut employer des gens, on a un prix dans la tête. Je sais peut-être que pour ce poste, c'est 200 000. Mais j'ai déjà eu un entretien des gars, c'est-à-dire ce qu'ils te racontent est tellement pertinent que tu te retrouves en train de dire que, chef, toi là, tu penses mon que peut te payer combien? Il dit 250 000. Tu vois comme il est tellement intéressant, il est tellement pratique et pragmatique dans ce qu'il raconte, tu te retrouves en train de faire un effort, de le prendre à son prix. Donc en réalité, le but n'est pas de sortir un prix comme ça, mais l'idée aussi est de vendre ton savoir avec pour seul intérêt de faire grandir le capital de l'entreprise pour que ton salaire puisse sortir. En un mot comme en mille, Ibrahim, pour tous ceux-là qui sont à la recherche de l'emploi, lorsqu'il faut aller en entretien d'embauche, quelle est la posture à adopter? La posture, elle est professionnelle, parfait. Ici, la posture, elle est véritablement très, très professionnelle.
Mais avant de chuter sur la posture, j'aimerais dire que l'étude ou le cas de figure a démontré qu'actuellement au Cameroun, lorsque tu lances une candidature dans les bons canons, tu as en moyenne 200 candidatures pour un seul poste, parce qu'il n'y a pas de travail. Et la question de quelle est votre prétention salariale, elle est déterminante. Parce que dans les faits, ce qui se passe, c'est que ton dossier ira à gauche ou ira à droite. Et comme les gens sont véritablement demandeurs, et je donne ce conseil que seulement pour le cas du Cameroun, ce n'est pas un conseil que j'établis à tout azimus, c'est d'avoir la réponse, votre ligne budgétaire me convient parfaitement. C'est-à-dire que moi, non, je ne réponds pas. C'est être futé là. Non, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que vous êtes futé. Votre ligne budgétaire me conviendra. Et c'est quoi votre ligne budgétaire, monsieur? Ce que vous me direz. Restez d'abord, restez tranquille. Je suis en train de donner un conseil pragmatique. Parce que je connais, moi je sais ce qui se passe là-bas. On t'élimine à gauche, non, on n'a pas la chance. On n'a pas, il est bon même, on ne peut pas. Celui-là, oui, on va l'exploiter. Non. Si tu es bon, un peu comme Joseph l'a dit, c'est-à-dire que tu as su te vendre. On sait que le type, s'il y a une matière grise, même si à l'intérieur de nous, on saura que mon gars, le salaire que le type peut prendre là, ce n'est pas 25 000. Parce que quand tu regardes quand même le standing et ses compétences, ce n'est pas 25 000 qu'il faut lui proposer. Il ne faut pas aussi faire comme c'est toi qui étais bête dans cette affaire-là. Non, tu retournes la question en lui disant clairement que ce qu'il a prévu te conviendra parfaitement. Et cela te permet d'aller au moins à la phase où tu vas signer un contrat où ton montant ou ton salaire est défini. Si à ce niveau, au moins tu as pu avancer. Si à ce niveau ça ne te convient pas, tu as encore la liberté de te réfléchir. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Vraiment, en quelques secondes. Oui, parfait. Ici, l'émission de la dernière fois, mardi dernier. Nous parlons du CV. Oui, du CV. Justement, aussi, j'avais aussi indiqué dans cette émission-là que j'ai ramené au Cameroun une entreprise française qui est dans le BTP. Oui. Et la mienne, on travaille pour amener des innovations à la construction au Cameroun. Après cette émission, j'ai reçu près de 400 CV. Ah bon? Des Camerounais qui veulent le travail. Formidable. Oui. Donc, moi, je cherchais des clients, mais j'ai plutôt eu beaucoup de personnes. J'ai dû travailler avec cette entreprise française et la mienne. Et je dis aujourd'hui, j'ai besoin des architectes, des ouvriers en BTP et tous ceux qui veulent s'investir dans ce domaine. On est en train de trouver des solutions pour travailler avec eux. Le message est passé, c'est dire que effectivement, dans le cadre de ce programme, le message passe. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que fait